je vais lancer l'enregistrement. Normalement, vous devez avoir un message vous disant que la réunion est enregistrée. Euh, Ce que je vous propose, c'est de vous partager le document support de ma réunion. Dès que je retrouve la commande de partage, je ne suis plus habitué à Zoom. Voilà, c'est là. Hop. Euh, Est-ce que l'un de vous peut me confirmer que le document est bien partagé à l'écran? Ouais. OK, un grand merci à vous. Donc, thème de ce soir, la décarbonation dans les PME. Nous aurons comme intervenant expert du domaine Alexandre Mérignac, que je laisserai se présenter tout à l'heure, et vous le verrez dans l'ordre du jour que je vais vous présenter. Deux entreprises cèdres pour témoigner de leur démarche de décarbonation, avant bien sûr qu'on ouvre le sujet à tous les participants pour ces séquences de partage. L'agenda, donc, une première partie où je vais très rapidement, en quelques minutes, vous donner quelques informations sur CEDRE et le fonctionnement de la communauté. Puis nous traiterons du thème de la décarbonation. Alexandre ouvrira ce thème pour expliquer pourquoi c'est un thème pour les PME de travailler aujourd'hui sur leur décarbonation. Nous aurons ensuite le témoignage de Rémi d'Arbre et Technique à Gap, puis celui de Thibault du circuit Paul Ricard dans le Var. Nous ouvrirons ensuite aux questions, aux autres partages, etc. Puis Alexandre nous apportera un certain nombre de contenus et d'experts sur cette problématique de la décarbonation. Et si nous en avons le temps, je vous donnerai quelques informations sur la politique de décarbonation de la région sud que m'a fait passer Hélène Beaunois. Information sur CEDRE. Tout d'abord, il y a une enquête en cours que Hélène Beaunois a dû vous transmettre par email sur la façon dont les PME de CEDRE répondent à la commande publique. Vous avez normalement un formulaire en ligne qui vous est proposé de remplir. L'idée étant de bien comprendre comment vous fonctionnez dans le cadre des commandes publiques et des marchés publics pour préparer une réunion qui aura lieu au second semestre spécifique à la gestion des appels d'offres et des marchés publics, dans lesquels nous pourrons vous mettre en contact avec un certain nombre d'acheteurs publics et où également nous vous proposerons quelques bonnes pratiques et développement de compétences dans ce domaine de la réponse aux appels d'offres. Par ailleurs, Hélène Beaunois de la région Sud a donc lancé un nouveau format, les webinaires les vendredis CEDRE, c'est de 13h à 14h. Il y en a eu un premier qui s'est tenu le 14 juin dernier avec un certain nombre d'entre vous, qui était consacré aux aides de la région et aux aides de BPI. Là, on est sur des formats plutôt descendants. Hélène est une chargée d'affaires BPI, vous expliquait qu'est-ce qui était possible et répondait à vos questions. On est moins sur des formats d'échange de bonnes pratiques comme ceux de la présente réunion. Le 12 juillet prochain, on a un webinaire spécifique sur la finance durable et le CSRD qui vous est donc proposé par Hélène. Vous avez dû, là encore, recevoir des mails avec les liens de connexion. Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que vous avez un réseau social qui s'appelle Précis, qui a été mis en place par la région Sud spécifiquement sur l'économie circulaire et où un groupe CEDRE existe. Vous pouvez vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et vous avez, dans ce cadre-là, une communauté comptabilité durable dans laquelle vous avez plein d'informations sur ce sujet-là. Autre information, vous savez, là, on est dans le cadre des réunions trimestrielles thématiques. Nous avons une fois par an un grand événement régional. Cette année, il se tiendra le jeudi 5 décembre. Il aura lieu au siège de la région PACA à Marseille et il sera couplé avec une journée de Rising Sud, qui est l'agence de développement économique de la région PACA. Je vous invite donc, si vous le voulez bien, à retenir
sur vos agendas le jeudi 5 décembre. Ça se passera toute la journée, en gros de 9 heures à 17 heures, à l'hôtel de région à Marseille. Ils seront présentés les nouveaux lauréats CEDRE 2024. Il y en a 43 si je me souviens bien. Et puis on aura un certain nombre de tables rondes, de mise en relation à travers des rendez-vous B2B, et puis également d'échanges avec un grand témoin sur le thème de la RSE. Je continue les informations rapides pour vous rappeler qu'il existe un format de réunion qui est peu connu dans CEDRE, qui sont des ateliers d'intelligence collective, qui sont réunis à la demande d'un membre CEDRE sur une problématique particulière qu'il a, qui peut être un projet, qui peut être une problématique rencontrée, et problématique sur laquelle nous réunissons dans un format de 2 heures et demie, 5 à 7 autres représentants d'entreprises de la communauté CEDRE pour réfléchir en intelligence collective sur la problématique proposée. Ça, c'est uniquement sur demande. Donc, si ça vous intéresse de provoquer une réunion de ce type-là, c'est moi qu'il faut contacter. Vous avez mon mail ici pour mémoire. Et c'est évidemment totalement gratuit, pris en charge dans le cadre de la communauté CEDRE. Et ça se déroule suivant un format d'intelligence collective qui s'appelle le co-développement, le CODEV, que je pense un certain nombre d'entre vous doivent connaître parce que ça se développe de plus en plus en milieu professionnel. Avant qu'on en arrive au thème du jour, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, comme je vous partage l'écran, je ne vous vois plus toutes et tous. Donc, si certains souhaitent prendre la parole, poser des questions, etc., n'hésitez pas à le faire de façon sonore. Je ne vois plus le fil de discussion. Je n'entends rien dans mes écouteurs, donc je suppose qu'il n'y a pas de questions et que ça va donc être à toi, Alexandre, de prendre le relais pour le thème du jour sur la décarbonation. Allez, c'est parti. Donc, du coup, je te dis top à chaque fois qu'il faut changer le slide, hein. Exactement. Allez, bon, mais écoutez, bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous pour ce webinaire. Donc, moi, je suis Alexandre Mérignac, je suis consultant en stratégie et organisation, et notamment pour tout ce qui est stratégie et organisation à impact. Je fais dans le cadre de cette activité évidemment des bilans de carbone et j'utilise en fait les bilans de carbone et tout le panel de suites qui sont données au bilan de carbone comme un outil en fait de diagnostic pour la stratégie des entreprises. Et c'est par cet angle-là que on a décidé avec Hugues d'attaquer le problème de la décarbonation et de vous montrer comment est-ce qu'on peut, avec cet outil-là, aller assez loin finalement dans l'analyse et finalement les idées de transformation des entreprises. Vas-y, Hugues, voilà. Un petit peu de forêt pour se faire du bien. La transition bas carbone, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, il y a cette slide, elle sert en fait à répondre à la question finalement. Vous êtes des chefs d'entreprise. Est-ce que le problème du carbone, en fait, est-ce que c'est un problème d'entreprise ou finalement est-ce que c'est un problème uniquement d'État ou d'actes individuels? On a beaucoup d'échanges ou de débats là-dessus. Bon, aujourd'hui, la définition que l'on se donne est parce que on a beaucoup réfléchi sur le sujet et parce qu'il y a eu pas mal de recherches là-dessus. En fait, c'est dire aujourd'hui, les transitions bas carbone, ben, c'est le problème de tous. Et comment est-ce qu'on peut le définir, une transition bas carbone? Une transition bas carbone, c'est le chemin que nous devons suivre collectivement pour atteindre une économie, une société décarbonée. Donc, ce que vous pouvez voir dans le schéma de droite, c'est en fait le scénario SNBC, donc Stratégie nationale bas carbone, en fait de baisse des émissions de carbone. L'idée de l'État derrière, c'est effectivement de se donner un but pour la France en termes de baisse de ses émissions de carbone. Et en fait, évidemment, cela concerne tout le monde, les individus, les entreprises, assos, établissements financiers, État.
Et en fait, je vous en réfère à l'ODD 17, donc l'objectif de développement durable de l'ONU, qui est inclus depuis, en fait, la création de cet ODD, le fait que le privé, aujourd'hui, a un rôle important dans tous les objectifs de développement durable, dont fait partie la décarbonation. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait décarboner? Ça veut dire faire appel sensiblement moins à des énergies carbonées, donc pétrole, gaz, charbon. Mais c'est pas uniquement le seul problème. Et on voulait aussi profiter de ce webinaire pour expliquer qu'en fait, il y a la décarbonation, le problème du carbone, donc le problème effectivement qu'on applique au climat la plupart du temps, c'est un des problèmes parmi l'ensemble des problèmes impactant sur l'équilibre planétaire. Et donc, aujourd'hui, on va se focuser sur la partie carbone, mais n'oublions pas que on a des problématiques aussi de l'environnement autour des nouvelles entités chimiques, donc le plastique notamment, l'érosion de la biodiversité, le changement d'utilisation des sols, l'eau et l'hydrosphère, les 9 limites planétaires dont je vais parler juste après, en fait, qui sont en fait toutes un même problème, puisque en fait, on est dans un système global, on est dans une forme de systémie, et en fait, chacune de ces entités va impacter sur l'autre. Et donc, en fait, le problème, il est plus vaste que ça. Vas-y, reviens un petit peu en arrière, s'il te plaît. Par contre, le constat que l'on a aujourd'hui, c'est que nos économies sont basées sur des ressources limitées et des énergies carbonées à 84%. Donc, les problématiques qu'on va avoir d'un point de vue économique déjà, c'est qu'en fait, on a un problématique de ressources, un problématique d'énergie qui nous arrive directement dessus, maintenant et tout de suite. Vas-y, Hugues. Voilà. Donc, ce slide-là, je sais pas si vous connaissez ce petit graphique, la plupart, j'imagine. Donc ça, c'est un chercheur qui a mis en place, en fait, ce qu'on appelle qui a schématisé les 9 limites planétaires. Donc autour du changement climatique, nouvelles entités, etc. Donc c'est des processus biophysiques qui régulent l'activité de la Terre ou de la planète et en fait en fait, vous voyez quand c'est en rouge, c'est qu'en fait on a dépassé ces limites. Ça veut dire la capacité de la planète de régénérer ces systèmes-là. Vous voyez que le changement climatique, donc vous voyez en haut, c'est une de ces limites-là et qu'on l'a dépassé pour l'instant, mais que c'est peut-être pas le plus gros problème pour l'instant, enfin le plus gros problème à date. L'érosion de la biodiversité, par exemple, on a complètement explosé le score. Pareil pour les perturbations des cycles bio-géochimiques, etc. Donc voilà, c'est pour recadrer en fait le problème, c'est intéressant et important de rappeler ça. Pour en revenir au carbone, au final, aujourd'hui, quelle est la problématique autour du carbone? Quelle est la problématique? Pourquoi est-ce que finalement pourquoi on s'embête à essayer de faire une stratégie bas carbone? Pourquoi on essaie de lutter contre ça? Et pourquoi on se pose des questions? Alors, c'est pas nouveau comme problème. Et vous voyez la petite courbe qui est à gauche, c'est l'idée, c'est le réchauffement global. Le réchauffement global, c'est la température observée sur Terre depuis les années 1880. On sait aujourd'hui qu'il y a un lien direct entre la quantité de CO2 dans l'atmosphère et la température sur Terre. D'accord? Donc ça, c'est un lien, ça a été prouvé, c'est des corrélations qui sont réelles. Et vous voyez bien que depuis les années 60-70, en fait, on a une progression qui est linéaire et qui paraît hors norme. Si cette courbe était un taux d'endettement, je pense qu'on s'inquiéterait tous de cette courbe-là. Et là, aujourd'hui, on en est là et le constat est là. Alors, OK, ça se réchauffe, on a plus de CO2. Quel est l'impact? Finalement, il y a des impacts qui sont physiques, puisque en fait, on a évidemment la concentration de CO2. On a les niveaux des mers, des océans qui n'a jamais été aussi haut, enfin dans la croissance, en fait, l'élévation n'a jamais été aussi forte depuis 3000 ans.
On a les glaces qui fondent, les glaces arctiques qui fondent, les glaciers qui se retirent. Ça, ce sont les conséquences physiques avec derrière la quantité d'impact sur l'ensemble des limites qu'on a pu voir, notamment la biodiversité, qui sont juste énormes. On va dire, OK, et nous, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Quel est l'impact pour nous? Et là, en fait, donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Économie et des Finances qui a fait une et qui continue à faire des études sur, en fait, les impacts socio-économiques, qui sont des impacts directs ou indirects. Et en fait, cette élévation de la température a des impacts directs sur beaucoup de secteurs économiques, secteur agricole, secteur des assurances. Vous avez sans doute vu certains villages, en fait, en Angleterre notamment, dont les maisons ne sont plus du tout assurées. En fait, les assurances refusent d'assurer ces maisons car la mer avance, l'érosion avance, et donc du coup, on ne peut pas, ils ne peuvent plus les assurer. Donc les gens vivent pour l'instant sans assurance jusqu'à partir de leur village. Il y a le secteur énergétique, évidemment, le secteur du tourisme, qui sont impactés, le secteur de la santé, car le réchauffement, en fait, apporte des nouvelles types de maladies aussi, et des nouvelles types d'épidémies, dont certaines, vous en avez connu certaines récemment. Mais aussi des impacts indirects, notamment le fait que le secteur des transports vont devoir se réadapter. Le secteur financier, d'ailleurs, on l'a mis dans l'impact indirect, mais il y a un impact direct sur le secteur financier, puisque, en fait, on lui demande de repenser sa manière de financer et sa manière d'apporter, en fait, des moyens à certaines industries. Le marché de l'emploi qu'on oublie souvent, parce qu'en fait, on va être dans l'obligation de repenser nos modèles, et donc en fait nos compétences aujourd'hui ne sont plus à 100% adaptées à un futur assez proche. Donc notamment, il y a pas mal de métiers autour de la réparation, de la décarbonation, de la biodive, etc., etc., qui va falloir intégrer dans les entreprises et dans la réflexion au marché de l'emploi, etc., etc. Donc, beaucoup d'impact. Tout ça pour dire que, c'est-à-dire appuyer sur le bouton, s'il te plaît, Hugues. Ouais, juste, si je peux me permettre, Alexandre, pour illustrer ce que tu viens de dire du marché de l'emploi, tu as dit qu'on n'y pense pas forcément. J'ai Oui. actuellement une mission pour une association qui regroupe beaucoup de gros industriels, Mmh. Arcelor, Engie, Lafarge, Ineos, etc. Ils sont tous à travailler sur l'anticipation des nouveaux emplois à 5, 10, 15 ans. Ils savent qu'il va y avoir des changements très, très importants dans ce domaine et ils vont jusqu'à financer des chaires dans des universités pour développer des compétences dont ils vont avoir besoin en lien notamment avec la décarbonation dans quelques années. Voilà, je voulais juste illustrer ce que tu viens de dire par un exemple vécu. Ah ben, très bien. Et donc ça pour dire en fait que au final, penser à la décarbonation, penser à la gestion, à son éco-compatibilité, c'est pas uniquement une question d'écologie, mais c'est aussi une question finalement de bonne gestion de son entreprise et de la capacité à savoir anticiper ses risques futurs, tant au point de vue économique qu'au point de vue social, mais aussi c'est penser aux générations futures. Quels sont les autres impacts aussi de la stratégie bas carbone? On parlait là d'impact en fait autour des risques, mais finalement, adopter une stratégie bas carbone, ça a aussi des impacts opérationnels. Donc notamment la diminution de sa dépendance aux fluctuations de coûts d'énergie et aux énergies fossiles, en règle générale. Ça permet de réaliser des transformations organisationnelles, technologiques, et d'optimiser ses process, d'accord? Donc on est sur, on va dire, du lean management. C'est aussi un impact, une vision stratégique. Donc là, on va le détailler plus après, mais en fait, c'est aussi repositionner en fait son entreprise, reposer la question de sa mission et reposer la question de finalement de à quoi elle sert et comment surtout elle peut servir à la société en règle générale. C'est un positionnement commercial. On a beaucoup de personnes, et là, de plus en plus récemment, et dans la communauté CEDRE, il y en a quand même pas mal, qui se retrouvent avec qui sont prestataires
et qui se retrouvent avec donc des clients, des grands clients la plupart du temps, qui leur disent où en êtes-vous de votre stratégie bas carbone? Avez-vous fait un bilan carbone et qu'est-ce que vous proposez comme stratégie bas carbone? Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont des pressions, enfin ont des contraintes concernant leur stratégie bas carbone qui inclut leurs prestataires et leurs fournisseurs en règle générale. Il y a un impact sur la partie marque employeur, sur la partie recrutement. J'ai aussi eu beaucoup de cas, et puis je ne suis pas le seul, hein, de personnes qui disent je veux entamer mon bilan carbone parce que mes jeunes dans mon entreprise me le demandent et me disent qu'il faut qu'on s'y mette. Voilà. Et une partie réglementaire, chose on va aller déployer un peu plus tard. Je Donc fais tout le ça, lien, Alexandre, entre ce que tu dis dans le commercial, où tu signales que de plus en plus d'appels d'offres intègrent les bilans carbone. Je fais oui, le lien justement avec la réunion que j'évoquais tout à l'heure, que la région prépare pour le deuxième semestre, ouais, de mise en lien des entreprises CEDRE avec des grands donneurs d'ordre publics. ouais. Évidemment, les entreprises CEDRE sont plus avancées que beaucoup d'autres dans cette démarche de RSE, de décarbonation, etc. Et ça leur donne un avantage concurrentiel dans ces appels d'offres. Et je pense que c'est important de garder cela à l'esprit également. Ouais, complètement. Alors, juste une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'on a eu beaucoup, alors la RSE, jusqu'à quelques années, c'était quand même vachement axé sur le social. Et quand il y avait quand même beaucoup de choses étaient là-dessus. Et en fait, parfois des entreprises qui ont une vocation très sociale, en fait, n'ont pas oublié forcément, mais ont oublié de valoriser en fait sur la partie environnementale, pas mal de choses. Et Mm. c'est là-dessus en fait que aussi parfois il y a des petits retards, même quand on est hyper vertueux sur des sujets de RSE en règle générale, il se peut qu'on ait des questionnements sur une ou l'autre des parties. Alors celui-là, ce slide-là, c'était juste pour vous montrer, en fait, au final, d'où viennent les problématiques. Donc, une fois qu'on a capté qu'il y avait des problématiques autour du carbone, OK, c'est la faute à qui? La faute de qui? Où est-ce qu'on peut aller chercher des Une leviers, marge de progression. des marges de progression, exactement. Bon, euh, c'est là pour montrer, en fait, là, on est sur les émissions directes hein, de CO2, donc ça veut dire que c'est les productions directes d'émissions de CO2 par pays. Donc, vous voyez que globalement, les États-Unis, la Chine et les pays européens qui sont regroupés en bas à droite sont quand même très émetteurs. Au milieu, vous avez la Russie, etc. Attention que c'est les émissions directes et qu'en fait, si on regarde le slide d'après, ben non, je ne l'ai pas mis celui-là. En fait, on est dans les slides que je vais vous montrer après, concernant la France. On n'inclut pas en fait dans les émissions, dans les calculs des bilans de carbone des pays, uniquement ce qui est produit sur le sol, mais aussi en fait, c'est ce qui est consommé sur le sol. D'accord? Donc en fait, une voiture qui est produite en Chine, son bilan carbone va être intégré et acheté en France. Son bilan carbone va être intégré à la France. Pas dans ce slide-là, mais dans les slides suivants. En France, on a de la chance, on a une stratégie bas carbone, on a quelque chose qui sont assez bien ficelés sur notre stratégie, et on a donc des objectifs qui ont été donnés par secteur divers et variés. Donc, selon votre secteur, vous pouvez aller vous repérer sur le site de l'État, la stratégie nationale bas carbone, pour aller repérer en fait quelles sont vos baisses qui sont dédiées à votre secteur. Et vous avez à gauche, en fait, le plan de décarbonation de la France. Si on va un peu plus loin, slide d'après, ce slide, donc j'aime beaucoup, qui est un slide donc, qui a été fait par l'ADEME et qui explique la répartition, en fait, de nos émissions de carbone en fonction, enfin, pour un Français, d'accord? Donc aujourd'hui, chacun de nous en France, émettons par an à peu près 10 tonnes. D'accord? Ça serait un peu moins depuis l'année dernière, manifestement, mais bon, on va dire qu'on est autour de 10 tonnes. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir là-dedans, donc en tant qu'individu, la répartition en fait de ces différentes émissions. Vous voyez qu'en 1, il y a le transport, en 2, il y a l'alimentation, en 3, l'habitat, en 4, la consommation, et en 5, les dépenses publiques. Donc déjà, en fait, rien qu'en faisant des dépenses publiques, administration, donc santé, enseignement, etc.,
vous dépensez en moyenne 1,4 tonne. Le plus gros poste, c'est les voitures, d'accord, les transports en voiture, 2 tonnes. Et l'alimentation n'est pas en reste, et notamment avec la viande, avec quasiment 1 tonne sur la viande. Donc moi, je trouve très intéressant ce slide-là. Si on continue, voilà, quand on se dit: «OK, maintenant, que j'ai ça, qu'il faut se faire en tête? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête?» Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, il faut qu'on se donne un objectif, et cet objectif, il a été fixé lors des accords de Paris. L'accord de Paris nous dit: si demain on veut que le monde soit vivable, il faut que chaque être humain dans le monde ne dépense pas plus de, enfin, n'émette pas plus de 2 tonnes par habitant. OK? Donc, on se retrouve en France avec un poids 10 tonnes. Alors, aux États-Unis, on est à plus de 20 tonnes. Dans certains pays, on est à beaucoup moins que 10 tonnes, hein, que la France, évidemment. Mais vous voyez que le chemin pour aller de l'un à l'autre est quand même assez important, puisqu'il faut diviser par 5 nos émissions. Alors la question qui est derrière, c'est OK, qui doit faire l'effort? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les individus? Est-ce que c'est sur les entreprises? Et là, je vous ai mis donc un graphique qui a été fait par donc Carbone 4, par l'équipe de Jean Covici, et en fait, qui est allé rechercher finalement qu'est-ce qu'on peut faire au mieux, nous, en tant qu'individus, pour baisser nos émissions de carbone, d'accord, aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut donner comme objectif de baisse à l'État et aux entreprises. Ce qu'il est apparu, c'est qu'en fait, nous, en tant qu'individus, notre capacité maximum en faisant le plus grand effort, en achetant d'occasion et reconditionné, en consommant local, en faisant des trajets courts, etc. Bref, en ayant une vie, entre guillemets, hyper responsable, d'accord, on peut adresser à peu près un quart du problème. On peut arriver à faire à peu près un quart du problème. Tout le reste, même si on fait les efforts maximum, ça sera forcément le mode de production des entreprises, plus le mode de gestion de l'État qui devront faire le reste. Donc, ce que tu dis, c'est que la balle, elle est essentiellement dans le camp des organisations, entreprises et grands acteurs publics, à hauteur de 3/4 de l'effort à faire. Exactement. Donc voilà, donc chacun, alors en tant qu'individu certes, mais en tant que agent public ou en tant que chef d'entreprise ou responsable d'entreprise, on doit passer de 10 tonnes à 2 tonnes. Eh bien, comment fait-on? Et là, donc du coup, la question c'est, comment avez-vous fait, vous? Et c'est une question qu'on pose d'abord à Rémi, Voilà, s'il veut bien. exactement. Donc, Rémi, peut-être 2 mots pour présenter d'abord ton entreprise et puis après nous parler de ta décarbonation. Puis je crois que tu veux nous dire un mot de biodiversité aussi. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Donc nous, on est présent sur Gap dans les Hautes-Alpes en montagne depuis 2007. On intervient dans le secteur autour de tout ce qui touche l'arbre en fait, hein. Donc les jardins, l'entretien de la végétation, élagage, plantation, aménagement paysager, que ce soit pour les particuliers, les professionnels ou les collectivités. Et puis, on est dans la dynamique cèdre depuis 2019, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Mmh. Et après, je ne sais pas si, voilà, ouais, tu as mis quelques photos. Donc, effectivement, nous, concernant la décarbonation, donc ça nous a semblé évident de construire un bâtiment en ossature bois. Donc, on a construit le bâtiment avec les ressources internes de l'entreprise. Et on a choisi, on n'a même pas fait de devis comparatif avec une structure métallique ou autre chose. On a construit en ossature bois. Donc, le bâtiment est composé de 7,5 tonnes de bois pour la partie ossature. Donc, je suis moins fort qu'Alexandre pour les calculs équivalent CO2, mais Alexandre, dis-moi si je me trompe, ça doit faire à peu près 12 tonnes d'équivalent CO2. Donc, l'équivalent d'une émission d'un Français une année, d'après le PowerPoint que tu nous as montré tout à l'heure.
Donc bon, c'est quelque part, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est toujours ça aussi. Le carbone, on peut en stocker dans le bois de construction. En fait, plus on en met dans la construction, plus on en stocke dans la construction, ben, c'est du bois qui va pas pourrir, donc qui va pas dégager du CO2. Le pétrole, quelque part, c'est une ancienne végétation qui s'est retrouvée enfouie dans le centre de la Terre. Le carbone, il a été stocké comme ça d'un point de vue géologique. Donc, si nous, dans tous les bâtiments, on en stocke un petit peu sous forme de bois de construction, ben, c'est toujours ça de gagner quelque part, quoi. Donc, nous, on a fait ce choix-là en tout cas. Et puis, du coup, c'est un bâtiment qui est très agréable à vivre. Donc, on nous a dit, eh, vous mettez pas de chaudière dans votre bâtiment. Donc, nous, on habite à 850 mètres d'altitude. Donc, l'hiver, il peut faire, alors il fait moins froid qu'avant, mais il peut faire quand même -5, -10 assez régulièrement. Donc, on n'a pas mis de chaudière. On a fait une isolation laine de bois, ouate de cellulose pour avoir une performance énergétique intéressante. Et on chauffe avec un poêle à bois la partie bureau. Donc, c'est un bâtiment qui fait 250 mètres carrés de bureaux et d'ateliers. Donc, un poêle à bois dans la partie bureau et un petit poêle dans l'atelier où on passe les chutes de bois de l'atelier. Et dans la partie bureau, on brûle du bois qu'on récupère sur les chantiers d'élagage que l'on fait pour les particuliers. Donc là, on a une autre vision voilà, du bâtiment en construction, en ossature bois. L'isolant en laine de bois, donc on a fait une isolation laine de bois extérieure et ouate de cellulose dans les caissons intérieurs. Donc il y a une petite bande de topox, donc en barre rose, la laine de bois, on n'a pas le droit de la poser à ras du sol. Il faut qu'il y ait une bande, elle peut être putrescible, on va dire, donc il faut qu'elle ne soit pas au contact de l'eau. Donc on voit une petite bande de topox rose en bas dans la partie où il peut y avoir des projections d'humidité. Après, effectivement, on passe sur la partie biodiversité, mais pour finir sur la partie bâtiment, on a mis un toit en photovoltaïque. Nous, ça nous semblait effectivement évident de produire de l'électricité sur cette toiture de bâtiment. On a de nombreux parcs photovoltaïques construits en forêt dans le département et qui, pour moi, sont quelque part une aberration. On vient déboiser, supprimer de la biodiversité pour mettre des panneaux solaires. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Si chaque bâtiment était équipé d'une toiture photovoltaïque, donc nous, on a 250 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, on produit l'équivalent de ce que consomment 10 familles à l'année. Donc c'est quand même pas rien dans les Hautes-Alpes. Et si chaque bâtiment était équipé d'une toiture photovoltaïque, je pense qu'on irait dans la bonne direction de ce point de vue-là. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le bâtiment parmi ceux qui nous écoutent, ou sur l'ossature bois, ou sur... Alors, je signale que Rémi, là, vous l'avez, parce que ma compréhension, c'est que vous n'êtes pas des artisans du bâtiment. Vous Pas êtes du tout. Donc, le bâtiment, vous l'avez fait construire. Alors non, on l'a construit nous. Dans notre entreprise, on a un menuisier qui fait de la menuiserie bois extérieur, des terrasses, des choses comme ça, et qui a effectivement des compétences en, D'accord. en bâtiment malgré tout. Euh, et oui, on Alors, a fait appel aux ressources de différents salariés pour construire le bâtiment. Ouais. d'accord, tout le monde n'a pas ses ressources en interne. Donc, je Non. voudrais signaler qu'il y a dans la communauté Cèdre plusieurs entreprises spécialisées dans la construction de maisons, de bâtiments à ossature bois. Il y en a dans le 13, il y en a dans le 06, il y en a dans plusieurs départements. En cas de besoin, vous pourrez trouver leurs coordonnées dans le répertoire Cèdre qui est accessible pour vous toutes et tous sur la plateforme Précis. Et tu voulais faire le lien, Rémi, avec la biodiversité, je crois. Et après, effectivement, ben, nous, on intervient en milieu naturel, hein, que ce soit dans un jardin de particulier ou dans un milieu euh, encore plus éloigné de l'urbanisme, on va dire. Et on réfléchit pour chaque projet de manière à avoir le moins d'impact sur l'environnement. Donc en mettant des solutions, là on voit du génie végétal. La technique de génie végétal, c'est une technique qui permet de protéger des berges de rivières
sans amener des matériaux lourds. On utilise le système racinaire des plantes, des saules en l'occurrence, pour stabiliser la berge et donc éviter l'érosion. Donc ça permet d'éviter des murs en béton qui demandent effectivement un transport de matériaux pondéreux qui coûte en carburant pour l'amener sur le chantier, qui pour du béton a un coût d'énergie grise, d'énergie cachée important. Donc en utilisant des techniques végétales, on est sur des matériaux beaucoup plus légers, beaucoup plus faciles à mettre en œuvre et qui en plus vont stocker un peu de carbone quelque part. Et puis en plus vont pouvoir accueillir de la biodiversité. Là, on voit une haie arbustive variée avec différentes espèces arbustives, du paillage en bois broyé au pied qui va se transformer en humus, apporter un amendement dans le sol, favoriser la vie du sol, limiter la pousse des mauvaises herbes et maintenir l'humidité. Sur une construction neuve, on part de rien. Quelques années plus tard, on a une haie qui va pouvoir accueillir des oiseaux, des insectes pour nicher et pour se reproduire. On place aussi des nichoirs, soit dans les jardins particuliers, soit pour des mesures compensatoires sur des sites comme des carrières, sur des sites comme des créations de centrales photovoltaïques. Là, on voit les panneaux photovoltaïques derrière. Donc, effectivement, la forêt a été déboisée et en mesure compensatoire, il leur a été imposé d'installer des nichoirs, entre autres, pour retrouver la biodiversité. Et puis, la dernière diapo, donc là, c'est un échange. Enfin, un échange, c'est les jeunes de service civique de la commune de Gap qui m'ont contacté ils avaient un projet de remettre en place des nichoirs dans un parc urbain de la ville et donc ils ne savaient pas effectivement comment s'y prendre. Donc on leur a ouvert les portes de l'atelier pour qu'ils puissent fabriquer des nichoirs et puis je les ai aiguillés sur comment les faire et où les installer pour donc des nichoirs à oiseaux pour accueillir une biodiversité en centre-ville. En centre-ville, les arbres creux qui accueillent souvent les oiseaux, on les coupe pour la sécurité, malheureusement. Et donc, le fait de mettre des nichoirs, ça permet de pallier, de substituer ce manque de cavité présente. Merci beaucoup, Rémi, pour ce témoignage. Je crois qu'on est... Non, il y a encore quelques diapos, Oui, je ça vois. se termine là, ouais. Toujours les nichoirs. Merci pour ce témoignage. Ce qu'on voit bien, je trouve, dans ton témoignage, c'est déjà à la fois les capacités d'action d'une petite PME à son niveau. Puis également, tu illustres très bien, je trouve, ce qu'Alexandre disait tout à l'heure des différentes limites planétaires, à savoir qu'elles sont complètement liées les unes aux autres et que pour toi, la question de la biodiversité, qui va jusqu'à mettre des nichoirs pour les oiseaux, mais aussi, on l'a vu, utiliser plutôt des matériaux qui ne soient pas du béton, qui favorisent la diversité végétale, etc., participe également à une politique de décarbonation, en fait, tout étant lié. Voilà, exactement. Et là où on est bloqué, peut-être pour finir, là où on est bloqué, effectivement, nous, on met du carburant dans nos tronçonneuses, du carburant dans nos véhicules. On bascule sur des tronçonneuses électriques, mais on trouve que des petits modèles, on va dire, enfin des modèles de petites cylindrées qui sont en électrique. Les grosses tronçonneuses ne sont pas en électrique, sont encore en Ouais. thermique. Et pour les véhicules, nous, on a besoin de tirer du poids derrière un véhicule 4x4 pour emmener un broyeur sur un chantier, pour emmener des matériaux. Et avec les véhicules électriques, on est aujourd'hui limité. Donc, effectivement, j'aimerais bien aller vers autre chose, mais aujourd'hui, j'ai pas en tout cas connaissance de solutions qui seraient adaptées à notre travail. Et donc, on consomme notre facture énergétique, la facture énergétique de l'entreprise. On consomme 50 000 euros de carburant à peu près par an pour un chiffre d'affaires d'1,8 million. Donc, ça fait un peu moins de 3% du chiffre d'affaires, la part énergétique de l'entreprise aujourd'hui. Mais je ne trouve pas beaucoup de solutions. Je comprends. Merci beaucoup, Rémi. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur le témoignage que vient de faire Rémi? Non? Eh bien, on va passer directement au témoignage de Thibaut. Merci beaucoup, Rémi, de ce partage. Et merci beaucoup également, Thibaut, d'avoir accepté de partager l'expérience du circuit Paul Ricard, dont on pourrait s'attendre à ce qu'il soit, on va dire, plutôt
du côté des pollueurs, puisqu'on imagine des gros moteurs tourner très vite et beaucoup polluer. Et en fait, je crois que tu vas nous parler d'une politique très déterministe de décarbonation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien Très dans un bien. premier temps? Super. Donc, moi, je me présente, je suis Thibaut Gosselin, je suis responsable RSE au sein du circuit Paul Ricard. Là, vous avez une photo de notre site. Donc oui, en effet, on pourrait s'attendre à ce que le circuit Paul Ricard soit un site, entre guillemets, pollueur, parce qu'on fait tourner des voitures tout au long de l'année sur une piste, des voitures qui tournent en rond avec des gros moteurs et qui consomment de l'argent, pas de l'argent et donc de l'essence. Donc ça, c'est un fait, ça c'est sûr et certain. Pourtant, donc là, j'ai précisé quelques chiffres par rapport au circuit. Donc, juste pour que vous ayez une ordre d'idée, on a un site qui a plus de 50 années d'existence, créé en 1970. Sur la première diapo, vous avez pu voir une photo vue du ciel du circuit. Donc, on a un site qui est situé dans le massif, dans le parc naturel régional de la Sainte-Baume. Donc, forcément, dans un site avec une grosse importance environnementale. On a un site de 150 hectares avec à peu près 40% d'espace vert, ce qui est non négligeable. Le reste reste la piste et quelques bâtiments. Notre structure représente le circuit Paul Ricard, l'aéroport international du Castellet qui est situé juste à côté et le restaurant Panoramic Club. C'est une structure d'à peu près 150 salariés, vraiment dédiée à l'événementiel automobile, mais pas que. Sur l'année 2023, par exemple, on a eu 268 journées d'activité, près de 221 événements, dont une trentaine de compétitions internationales ou nationales, des séminaires. Et donc, pour en arriver finalement à notre démarche RSE, on a une démarche RSE qui est menée par notre direction générale et également par la direction des ressources humaines et RSE depuis près de 15 ans. Ça a donc fait 15 ans qu'on est engagé dans cette voie-là. Pourquoi? Tout simplement pour transformer la pratique des sports mécaniques, rendre les sports mécaniques plus responsables, plus durables. Et donc, on s'est engagé à mener tout au long des années, à mener des actions concrètes en faveur soit de la préservation de l'environnement, soit de la protection de la biodiversité, soit de l'inclusion ou de la diversité. Et donc, cette démarche-là, qui est menée depuis plus de 15 ans, est récompensée par les institutions internationales, que ce soit par la FIA, qui est la Fédération internationale de l'automobile, avec le plus haut niveau d'accréditation environnementale de la FIA. On a été le deuxième circuit au monde à l'obtenir. Et par la norme aussi ISO 20121, qui est une norme, une certification internationale pour une gestion durable des événements, qui est notre cœur d'activité. Et donc, on est le premier circuit de France à l'avoir obtenu. Quelques circuits au monde l'ont également et quelques enceintes sportives également. Mais voilà, on a entamé une démarche depuis plus de 15 ans qu'on crédibilise via ces labels. Et donc, l'une des actions que l'on met en place, c'est de la décarbonation et également un travail sur la qualité de l'air. On va dire qu'on va assimiler les deux. Donc, en 2015, on a commencé un travail de surveillance environnementale avec une société qui s'appelle Appilab. C'est un programme d'apivigilance qui mesure la qualité de l'air du site et également l'impact de notre activité via l'étude des pollinisateurs, des abeilles dans le cas présent. 4 fois par an, les abeilles sont analysées, le pollen est prélevé, le miel également est prélevé et comparé à une zone où il y a des ruches également, mais une zone où l'environnement est, on va dire, préservé de l'activité humaine. Ces résultats sont positifs chaque année. Chaque fois, les résultats sont positifs, que ce soit en termes de niveau de taux de microplastique dans l'air, de niveau d'hydrocarbures, etc. Les résultats sont très bons et justifient le fait que on considère que notre activité n'est pas plus polluante qu'une activité, on va dire, de roulage classique. Ce que je peux dire roulage classique, c'est l'activité, que l'on a sur les routes, sur les autoroutes, etc. Donc ça, c'est un travail que l'on mène depuis 2015, également sur le circuit, mais sur l'aéroport. Depuis 2019, nous avons également passé l'ensemble de notre flotte de véhicules diesel, véhicules techniques, véhicules de service ou de fonction au biocarburant XTL 90 de notre partenaire Romano Energy, qui est un fournisseur monégasque de biocarburant. Un biocarburant fabriqué à partir de déchets, que ce soit d'huile de récupération, que ce soit de déchets végétaux, que ce soit de pneumatiques, etc. Donc ça, c'est depuis 2019 qu'on travaille là-dessus. Ça représente à peu près, grosso modo, chez nous, plus de 150 véhicules, ce qui n'est pas rien.
Depuis 2021, nous réalisons également un bilan carbone sur l'activité du site. Donc, on en a réalisé un en 2021, un également plus poussé en 2022, où on a pris en compte l'ensemble des scopes. Et c'est là où je veux en venir. Ce travail sur la partie bilan carbone nous a permis d'identifier l'empreinte et l'impact carbone de notre activité. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la diapo, 85% de notre empreinte carbone est liée au déplacement de la logistique événementielle et des spectateurs. Et c'est sur ces sujets-là que nous, on se doit de travailler pour essayer de diminuer notre impact. Alors, sur la slide suivante, on a quelques pistes de réflexion pour comment dire, faire diminuer ce pourcentage qui est important. L'une des premières actions que l'on met en place et que l'on va essayer de mettre en place là très prochainement, c'est la décarbonation de la logistique événementielle. Je ne sais pas si vous le savez, mais d'un événement à un autre sur un circuit automobile, il y a de nombreux camions qui viennent. Ces camions transportent soit des véhicules, transportent des pièces mécaniques ou des pièces de rechange pour les voitures. Nous, notre volonté, c'est essayer de proposer aux écuries, à nos clients, de ravitailler leurs camions avec du biocarburant XTL 90 lorsqu'ils repartent du circuit. Leur fournir ce service-là permettrait de réduire l'empreinte carbone du circuit. Une autre piste est plutôt à destination de nos visiteurs, ce serait de créer une offre de covoiturage. Offre du covoiturage qui nous permettrait, dans un premier temps, de limiter le trafic pour venir au circuit, qui permettrait également de proposer un nouveau service à une nouvelle population. Par exemple, une population un peu plus jeune qui n'a pas forcément le permis pourrait utiliser ce type de service pour se rendre dans notre enceinte. Et enfin, travailler également avec les autorités locales, que ce soit la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume ou bien la région ou le département, pour réfléchir à des offres de transport en commun. Transport en commun, que ce soit pour nos salariés, mais également pour les visiteurs. Je ne sais pas si vous voyez où est situé le circuit Paul Ricard, mais notre circuit est situé sur un plateau dans le Var. Autour de notre entreprise, il y a de nombreuses autres entreprises, à peu près 3000 personnes qui travaillent sur ce plateau. Et malheureusement, il n'y a qu'une seule façon d'accéder à ce plateau, c'est via la voiture. Il n'est pas possible de venir en vélo ou à pied, tout simplement parce que il y a très peu de riverains autour de notre zone d'activité. Et si on souhaite venir en vélo, c'est à peu près l'équivalent d'une demi-étape de Tour de France, parce que les montées sont très importantes. Donc voilà, on va essayer de travailler sur cette question-là pour apporter toujours un nouveau service et diminuer l'empreinte carbone on va dire, de la caravane événementielle, que ce soit la partie logistique ou la partie spectateur. Voilà grosso modo les pistes de réflexion que l'on a et le travail que l'on mène depuis plusieurs années au sujet de la décarbonation. Merci beaucoup Thibaut pour cette présentation super étonnante, intéressante et dynamique. Alexandre, je t'ai vu opiner du chef plusieurs fois et réagir en non-verbal à ce que partageait Thibaut. Tu veux réagir? Je me disais que, en fait, non, je me disais que, en fait, si le covoiturage, c'était avec certaines voitures qui tournent sur le circuit Paul Ricard, je pense que ça aurait quand même pas mal de succès. Malheureusement, ça risque d'être compliqué parce que dans les habitacles, au grand maximum, on va être à 2 places et la deuxième place, elle est toute petite. C'est pas forcément adapté. C'était mon délire personnel. C'était pas. Mais ouais. À la rigueur, avec les camions qui roulent. En fait, il y a un truc qui est très intéressant dans cette analyse, c'est qu'en fait, déjà, la première chose, c'est, en fait, là, on n'est que sur du scope 3, on est d'accord? Alors, scope 3, pour rappeler, scope 1, 2, 3. Scope 1 et 2, ce sont les émissions directes liées, en fait, au mécanisme de production de l'entreprise, d'accord? Et les scope 3, c'est tout ce qui est indirect. Donc là, on est sur ce qui est indirect, parce qu'en fait, vous n'êtes pas propriétaire des camions qui vous amènent les voitures, vous n'êtes pas propriétaire des voitures qui emmènent les participants, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment la partie, finalement, qu'est-ce que génère mon business, etc. Et donc là, ça fait le lien avec ce qu'on appelle, le mot responsabilité.
des entreprises responsabilité sociétale et environnementale. Ça veut dire à partir du moment où je crée une activité, jusqu'où j'accepte d'intégrer ma responsabilité. Et la RSE, comme dans le bilan carbone et dans les démarches en général, dit en fait, on doit intégrer le maximum de choses sur lesquelles on peut avoir de l'influence. Et donc déjà prendre conscience de quels sont nos impacts et pousser le truc jusqu'au bout. Pour une entreprise comme vous faites, hein, Thibaut, une entreprise autour du tourisme, autour de l'hôtellerie, etc., etc., on a la même problématique. C'est finalement, est-ce que je suis responsable de la manière dont mes clients viennent me voir, quoi. Alors c'est un peu notre volonté également. Je l'ai pas spécifié dans les diapositives, mais on a pour volonté d'entraîner nos clients et nos visiteurs, mais plutôt nos clients dans un premier temps, dans une démarche d'éco-responsabilité. Comment on peut faire ça? Tout simplement, nous on leur propose d'adhérer à une charte événement éco-responsable. Charte événement qui est gratuite, hein. C'est un programme tout simplement gratuit, qu'ils souhaitent participer ou non. Et la volonté, via cette charte, c'est d'engager différentes actions dans le but d'avoir un comportement le plus éco-responsable possible sur un événement, que ce soit par la gestion des déchets, que ce soit par la consommation d'énergie, mais également sur l'inclusion et la diversité. Et notamment, l'une des actions concerne le bilan carbone. Est-ce que l'entreprise a réalisé un bilan carbone ou pas? Est-ce que l'entreprise souhaite en faire un? Et si oui, comment? Et par la suite, exploiter ces résultats pour peut-être que dans un futur, challenger nos clients par rapport à l'empreinte carbone de leur événement. Forcément, ça viendra avec le temps. C'est pas des choses qui peuvent se faire très très rapidement, parce qu'il faut une prise de conscience de tous, mais c'est notre volonté, c'est-à-dire d'engager le plus de clients dans cette voie d'éco-responsabilité, mais globale. Pas que la décarbonation ou, on va dire, la protection de l'environnement ou l'inclusion, c'est vraiment une vision globale de notre engagement. Merci Thibaut de ces précisions. Je vois que Rémi a levé la main depuis un moment. Oui, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur ce biocarburant XTL 90? Là, effectivement, il est fabriqué, tu disais, à partir de biodéchets. Tout à Euh, fait. Est-ce qu'il remplace du gasoil? Nous, il remplace complètement notre flotte de véhicules diesel. Euh, Sans modification de la motorisation, on peut en mettre un. sans modification de la motorisation, sans aléas sur les véhicules. Comme je le disais, on a une flotte de plus de 150 véhicules. Il y a du moderne, du non moderne, il y a du véhicule de transport, il y a des camions, il y a des véhicules, on va dire, oui, ce ne sont pas les véhicules d'intervention rapide parce que eux, forcément, sont soit à l'électrique, soit au samplon 98. Mais voilà, c'est toute notre flotte logistique et c'est même les flottes de direction. Et ça remplace totalement le diesel. Et même lorsque l'on fait, je reprends l'exemple que l'on utilise régulièrement, c'est que lorsque l'on fait les contrôles techniques sur les véhicules, il y a un test qui est fait sur les échappements et sur la pollution rejetée par les véhicules. Et au début, les contrôleurs étaient surpris des résultats. Surpris parce que finalement, les résultats étaient, comment dire, étonnants pour eux, car il y avait quasiment très très peu de pollution qui sortait du véhicule, voire même nul. Et donc ça remplace vraiment. On a même faire l'éventail de nos véhicules, on a des véhicules des années 90 voire 80 qui roulent avec ce type de carburant. Et du coup, vous avez un système de stockage de ce carburant que vous faites Tout à ravitailler. fait. On a une cuve de 10 000 litres. On a investi dans une cuve de 10 000 litres en début d'année pour ce biocarburant-là, donc qui ravitaille toute notre flotte. Et en plus de ça, on a une cuve mobile qui, elle, aura pour objectif de ravitailler les semi-remorques de nos clients directement sur le paddock. Donc finalement, nos clients viendraient se présenter à notre service accueil, pourraient demander du carburant et nous, on le ravitaillerait directement avec cette cuve mobile de 1000 litres. Thibaut, merci beaucoup pour ces précisions. Moi, de ce que je comprends, c'est que ce type de solution peut intéresser Rémi et pourrait probablement intéresser d'autres entreprises dans le réseau. Est-ce qu'il serait envisageable que tu nous partages le lien du fournisseur ou quelque Bien chose sûr, de ce genre-là? bien sûr, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu sais Super. quel est l'impact par rapport à un diesel en carbone? Vous avez fait le Je l'ai. calcul? Comment?
Moi, j'ai ma directrice qui est juste à côté de moi qui me dit 96% Ah en moins non, d'émissions par rapport à du diesel classique. 96% de moins d'émissions par rapport à du diesel classique? Tout à fait. Ah, mais c'est Non. révolutionnaire, ça. C'est trop bien. Alors, comment ça se fait que des solutions comme ça, elles ne soient pas plus mises en pratique, plus connues, plus démocratisées? Alors déjà, c'est une offre monégasque. Il y a un marché aussi en France hein, avec une gestion particulière de l'énergie. Donc c'est une offre monégasque qui commence à se développer. Forcément, le coût n'est pas non plus le même. On est sur un carburant qui est entre 20 et 30% plus cher que du diesel fossile classique. Non, mais c'est pas le double non plus, quoi. C'est pas le double, mais en fonction des volumes, ça peut faire peur. Bien sûr. Nous, on consomme dans nos tronçonneuses, on consomme du carburant que développe Steel, là, et effectivement, il est plus cher aussi. Il émet pas de benzène, donc c'est mieux pour les gars, et on est sur le même ordre d'idée en termes de prix par rapport à du 595, donc c'est quand même des choses qui sont abordables, entre guillemets, quoi. Mm. Bonjour, Nathalie Redzer, je suis la DRH et directrice RSE sur Paul Ricard. Ce qui bloque aussi, c'est la réglementation en France. Nous sommes une exception en Europe. Quand on regarde la carte de l'Europe avec les stations grand public avec du biodiesel, eh bien la carte de la France est vide. Donc nous, on a le droit de le faire parce qu'on est en flotte captive, mais on n'a pas le droit de le vendre au grand public, ce biodiesel. Il y a des lobbying, dont je ne citerai pas le nom, qui n'ont pas tout à D'accord. fait intérêt à ce qu'on aille vers ce biocarburant Mm. qui est absolument formidable. Moi, quand je pars avec ma voiture de direction, je fais le plein de biodiesel. Si je fais énormément de kilomètres et que je me retrouve à Paris, eh bien, je peux mettre du diesel fossile. C'est entièrement miscible. Les deux Mhm. énergies sont miscibles. Et nous, on a voilà, tous nos comment ça s'appelle les machines sur les événements, Thibaut, qui produisent de l'électricité. Oui, on a les Les groupes, générateurs là je viens en support de Nathalie, on a des groupes électrogènes, qui sont on a 100% diesel, voilà, qui sont 100% biodiesel aussi. biodiesel. Parce qu'on a besoin de groupes électrogènes pour certaines hospitalités ou certains services que l'on propose en plus, que ce soit pour les productions télé ou d'autres sujets. Et donc, ces groupes électrogènes sont ravitaillés par ce biocarburant-là. Et la Ok. seule difficulté technique qu'on a eue à la mise en place, c'était que les vieux joints, il est un peu plus fluide que le diesel fossile. Et donc, il a fallu changer les joints au départ, voilà, pour apporter un peu plus d'hermétisme dans les moteurs. C'est la seule adaptation, le seul surcoût que nous ayons eu. Donc, par rapport à la qualité de l'air et par rapport à la santé que ça peut, l'amélioration de la santé et notre environnement de travail d'une façon générale, quand on parle d'empreinte carbone, c'est pour moi un produit qui est fantastique. Alors, en plus, on a la chance d'avoir un fournisseur qui a la protection environnementale chevillée au corps. Et donc, il nous a trouvé des filières de production en Italie, parce que comme nous sommes dans le sud, pour qu'il y ait le moins de transport entre la récupération des huiles de déchets industriels et la consommation du produit final. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Et pour le coup, donc, je suis très preneur des coordonnées du fournisseur, si c'est possible, pour les diffuser au sein de la communauté, parce qu'il y a quand même 300 entreprises maintenant dans cette communauté, toutes dans le sud de la France. Donc, il y a peut-être aussi des choses à faire avec ce fournisseur. Merci de cette info. Et pour le coup, vous faites un duo très efficace, tous les deux, avec vos écrans différents. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques par rapport au témoignage de Thibaut ou de Rémi? Rien à ce stade. Moi, je voudrais revenir sur la prise en compte de la filière et notamment des émissions carbone émises par les fournisseurs ou par les clients. Pour vous partager un exemple dont j'ai entendu parler à la radio la semaine dernière, d'un grand concert, je ne sais plus dans quelle ville, qui avait programmé plusieurs DJ qui sont un peu des stars au niveau européen ou peut-être mondial, je ne connais pas trop ce monde. Et ils ont appris qu'un des DJ avait le même soir un concert en Allemagne et prenait un jet privé pour venir dans le concert. Ils l'ont déprogrammé, l'autorité, en disant on ne veut pas être partie prenante d'un système où on brûle beaucoup de carbone pour finalement, alors qu'on pourrait s'organiser différemment. Je ne sais pas si tu as entendu ça, Alexandre. Oui, et il me semblait que c'est un organisateur marseillais, je ne me rappelle plus quel festival c'est, mais oui, oui, tout à fait. Mm. Ça commence à venir.
Juste pour info, sur la partie événementielle, il y a une norme, pas une norme, mais en fait, on va dire une communauté de penseurs et d'opérationnels qui ont créé en fait un référentiel qui s'appelle Rêve, qui est vraiment axé sur la partie événement et c'est un des référentiels sur lesquels nous on se base à la Convention des entreprises sur le climat, là, que je suis, pour essayer de faire des événements de plus en plus éco-responsables et qui sont intéressants, c'est REVE. C'est pas le seul, hein, je vous le cite comme ça parce que je le connais, mais il y a plein de choses derrière, de réflexion, de pistes de réflexion qui sont hyper intéressantes aussi. Alexandre, on a au sein de la communauté plusieurs organisateurs d'événements. Il y a l'Insane Festival sur Apt, il y a un festival à Fort-Calquier, etc. Ça pourrait être intéressant, là encore, de diffuser ces informations au sein de la communauté. Je t'envoie ça, pas de problème. Thibaut, Rémi, grand merci à vous. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent partager des démarches de décarbonation qu'ils ont eues au sein de leur entreprise ou peut-être, et là je fais un clin d'œil à Sybille, proposer des solutions? Et moi, je veux bien attraper le clin d'œil en vol, mais parce que Avec plaisir. je suis pas du tout habituée de cet outil. On a notre propre outil interne et du coup, je n'arrivais pas à lever la main rapidement. Donc, merci pour la perche. Ouais, moi, je voulais vous parler rapidement d'Enercop, qui est une coopérative, la coopérative pour laquelle je travaille. En fait, Enercop, c'est un réseau de coopératives qui vise la fourniture et du développement d'énergie renouvelable. On développe donc des projets de production d'électricité. Et en fait, quand on prend l'angle décarbonation, il y a plusieurs niveaux sur lesquels Enercop peut être présent. Nous, en fait, on se base sur le scénario de transition énergétique de Negawatt, qui repose sur la sobriété, l'efficacité et le développement des énergies renouvelables. Et dans ce cadre-là, on propose deux types de développement d'énergie renouvelable. Ça peut être des projets de production de parcs au sol, mais alors justement, sur des terrains assez spécifiques et donc sans déforestation, comme ceux dont on parlait tout à l'heure. Mais ça peut être aussi de l'accompagnement par des études et par de l'assistance à maîtrise d'ouvrage de projets en toiture et en ombrière. Émile, excuse-moi de t'interrompre. Tout ceci s'adresse y compris à des PME comme celles que nous avons au sein de la communauté. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'être un grand donneur d'ordre pour participer à un projet de photovoltaïque chez Enercop. On est bien d'accord? Non, 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 effectivement, ça s'adresse aux particuliers, aux entreprises, petites et grandes, et aussi aux collectivités. Et les entreprises, ce qui les intéresse le plus, il y a le côté fourniture, parce qu'on y est tous confrontés, on le connaît tous très bien. Et puis, il y a le côté projet en toiture, quand l'entreprise est propriétaire d'un bâtiment, en toiture et en ombrière de parking. Et pour répondre à cette demande, nous, on a développé un bureau d'études pour accompagner justement via des études de faisabilité et puis voilà, de l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage pour accompagner tout un projet de développement de photovoltaïque qui pourra servir en autoconsommation ou en revente. OK. Donc, à retenir, Enercop, coopérative, production d'énergie verte. Vous êtes basé, alors je crois que c'est national, mais vous êtes basé à Marseille. Vous êtes lauréat CEDRE, vous êtes membre de la communauté. On trouve toutes vos coordonnées dans le répertoire CEDRE. Et vous pouvez à la fois créer des projets de production d'énergie verte, mais aussi, j'ai envie de dire simplement, entre guillemets, vendre de l'énergie verte à quelqu'un qui souhaite en consommer. C'est notre cœur de métier à l'origine. On l'a développé depuis, mais ouais, c'est notre cœur de métier. C'est bien ça. Et à ma connaissance, il y a déjà pas mal d'entreprises de la communauté qui sont clientes chez vous. Je ne sais pas si on dit clients ou coopérateurs, les deux à la fois peut-être. Beaucoup sont clients et certains sont aussi sociétaires. Oui. Sociétaires. Ouais. OK. Merci pour ce témoignage. Une question qui revient assez régulièrement dans les réunions quand on parle d'Enercop. Coût de l'énergie par rapport à un prestataire classique? C'est très variable. On peut, sur des petites consommations, on est sur les prix de EDF. D'accord. Sur des plus grosses consommations, il peut y avoir des écarts qui peuvent varier. Et alors là, plus les consommations seront importantes et
plus c'est compliqué de vous répondre parce qu'on va faire une construction de prix un petit peu dense, mais on va dire entre 0 et je sais pas, 20-30%. C'est très variable. D'accord. Donc, à voir sur chaque cas après pour les grosses Ouais, consommations. tout à fait. Merci, Sybille, de ce partage. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres partages à faire sur vos stratégies carbone, décarbonation, avant de passer la parole à Alexandre, repasser la parole pour ses apports d'expertise. D'autres points? Non, ben on va avancer. Alexandre, je te repasse la parole et moi, je me mets en déroulement de tes slides. Je crois que ça va faire plaisir à tout le monde de voir ces visages-là ce soir. Ouais, désolé. Bon, je l'ai faite il y a quelques semaines, celle-là. Alors, en fait, ceci dit, c'était quand même un bon moment. On va faire un petit point sur le contexte réglementaire. On voulait faire ça pour, en fait, remettre du contexte réglementaire parce qu'il y a eu des changements cette année sur la partie environnementale et pour expliquer quels seraient les différents impacts de ce qui se passe en ce moment, enfin, qu'est-ce qui se passe depuis le début de l'année sur les nouvelles normes sur les fournisseurs de prestations, de services ou de produits que nous sommes. Cette petite courbe, en fait, c'est une courbe qu'un collègue m'a passée pour illustrer en fait l'augmentation exponentielle du poids réglementaire sur les entreprises. D'accord? Vous avez en fonction des couleurs d'où viennent les nouvelles réglementations. Et vous voyez que ça s'est quand même pas mal accéléré, notamment depuis les années 2013-14. Ce sur quoi on va focuser, c'est la dernière, en l'occurrence, le plus haut de la courbe, c'est la fameuse norme, enfin c'est la fameuse CSRD, donc la fameuse en fait réglementation de reporting extra-financier qui est arrivée, on va dire cette année, puisqu'en fait ça a démarré, en fait l'imposition aux entreprises a démarré cette année. Alors slide suivant pour expliquer ça plus en détail. Et ensuite, je vous expliquerai pour quel est le lien avec la décarbonation, mais pas que, puisqu'en fait, il y a des sujets aussi autour d'autres sujets environnementaux. La CSRD, c'est quoi? Donc, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive, ça veut dire en fait, c'est je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, il y avait en fait du reporting extra-financier pour les grosses entreprises. Reporting extra-financier, c'est un reporting, on va dire ESG, RSE, etc., qui permettait en fait de globaliser, de faire un rapport en fin d'année sur l'ensemble des actions RSE des entreprises. C'était quelque chose qui était obligatoire, mais qui n'était pas forcément très bien formalisé, caréné, d'accord? Et puis surtout, c'était pas très suivi et le côté obligatoire comment dire, ne portait pas forcément un préjudice, sauf sur des préjudices en fait plus d'image que réel. Là, on est sur quelque chose de complètement, enfin de beaucoup plus sérieux. On est sur déjà une norme européenne, donc ça concerne toutes les entreprises européennes. En 2024, donc pour exercice en 2025, c'est-à-dire on a les entreprises de plus de 500 salariés, donc un bilan de plus de 20 millions d'euros ou un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros, qui sont dans l'obligation de fournir ce rapport. L'année prochaine, ça sera les entreprises de plus de 250 salariés. L'année d'après, les entreprises de plus de 50 salariés cotées en bourse. Et ensuite, on va avoir une obligation sur les entreprises non européennes les années d'après. Alors, pourquoi ça va nous toucher à nous? Parce qu'en fait, dans cette CSRD qui contient en tout plus de 1200 indicateurs, donc un bon casse-tête pour les entreprises. Alors, ils ne sont pas obligés de tous les émettre, mais il faut expliquer pourquoi certains ne sont pas, pourquoi est-ce qu'on n'en produit pas certains. Et dans tous les cas, il y a quand même un bon paquet d'indicateurs à mettre. Dans ces indicateurs, il y a tout un volet qui est le volet environnemental. Il y a une partie qui est le volet social qu'on a l'habitude d'avoir dans les bilans sociaux normalement, d'ailleurs, mais il y a une toute partie environnementale qui est très détaillée et très imposante,
notamment sur la partie climat, donc avec la partie bilan carbone, mais aussi sur la partie environnement, sur la partie pollution plastique, sur la partie eau, et un dernier dont je me souviens plus, ça va être air peut-être. Voilà. Et dans chacun de ces thématiques, il y a plein d'indicateurs. Voilà. Si on se focus sur la partie, c'est une obligation. Pourquoi? En fait, maintenant on rigole plus avec ça. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est validé par. Alors c'est au même niveau que une comptabilité financière, que les obligations de comptabilité financière qu'on a en fin d'année, donc les bilans, les comptes de résultats, les analyses diverses qu'on doit fournir. Si les entreprises ne le fournissent pas, il y a des amendes et ça peut aller jusqu'à des années d'emprisonnement s'il y a des empêchements à la vérification de ces contrôles. C'est audité par des CAC, d'accord, comme on peut avoir. Ces CAC ont été formés spécifiquement pour ça, ou bien ça peut être par des organismes, des OTI, des organismes tiers indépendants. Ok, donc voilà. Sur la partie carbone, en fait, il y a 9 volets qui sont autour de la décarbonation, qui sont, je crois qu'il y a à peu près 200 indicateurs dessous. Ces indicateurs, voilà, notamment, on inclut l'obligation de divulgation des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise, scope 1, 2 et 3, l'obligation de divulgation d'un plan de transition de l'entreprise pour l'atténuation du changement climatique, la divulgation d'actions d'atténuation et d'adaptation par l'entreprise et les ressources qui sont allouées, etc. Bref, un vrai plan de décarbonation qui est demandé à ces entreprises de plus de 500, après plus de 250, etc. Pour ça. Et évidemment, qu'est-ce qui est inclus dans un plan de décarbonation? C'est de faire de l'achat responsable. Et ce qui est donc, ça veut dire que c'est aller rechercher des fournisseurs qui eux-mêmes ont des actions de décarbonation qui sont mises en place et importantes. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup de fournisseurs, de prestataires qui commencent à avoir des questions qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'avoir sur quel est votre plan de décarbonation, quel est votre bilan carbone, même si ce sont des entreprises qui font 10, 20, 30 employés. Ce ne sont pas forcément des grosses entreprises, des petites entreprises, mais ça commence à venir. Donc, ce qu'on comprend, Alexandre, c'est que les PME de la communauté CEDRE ne sont pas nécessairement au seuil de nombre de salariés exigés et donc restent pour l'instant en dessous des seuils, mais ils risquent d'avoir des demandes de leurs donneurs d'ordre, de leurs clients sur leur stratégie de décarbonation pour qu'eux-mêmes, ces donneurs d'ordre, puissent inclure ça dans leur rapport. Exactement. OK. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, enfin vous en tant que fournisseur, d'avoir ces questions-là, mais bon, ça arrive de plus en plus. On a entendu des témoignages dans des réunions présentielles que nous avons animées sur STEM où des entreprises de la communauté CEDRE expliquaient que certains de leurs donneurs d'ordre ont exigé de leur part que des plans de décarbonation soient mis en place. Je pense par exemple à la filière cosmétique sur Grasse qui avait témoigné en ce sens, ou l'agroalimentaire sur Avignon, où il y a des demandes explicites de la part des clients, des gros clients. Alors, un autre point qui me semble important de noter, et parce que il est émergent, mais qu'il risque d'avoir des ramifications un peu plus tard, c'est le droit des générations futures. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est nouveau, parce que ça date de la fin de l'année dernière, si je ne m'abuse, que ça a été validé par la Commission européenne, enfin en tout cas, elle est descendue au niveau des États. C'est en fait un nouveau cadre réglementaire, cadre juridique, qui permet en fait aujourd'hui de mener des actions au nom des générations futures. C'est-à-dire aujourd'hui, les entités peuvent faire des actions juridiques auprès d'entreprises, personnes morales, États, etc., pour des sujets de non-respect du droit des générations futures. Donc ça, c'est nouveau. Donc, j'imagine que les premières actions qui vont avoir lieu, c'est pas forcément sur des petites entités, mais c'est des choses sur lesquelles il faut savoir. Mais c'est plutôt, enfin moi, je le mets aussi parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé étant un super espoir, enfin une belle action qui a été faite et dans laquelle il faut avoir en tête. Vas-y, on peut faire la suite si tu veux.
Donc là, on peut passer parce que c'est les obligations GES, mais qui sont maintenant complètement remplacées par les obligations CSRD, puisque de toute façon, la CSRD inclut le bilan carbone. Voilà. Et donc, alors, une fois qu'on a vu l'effet réglementaire, qui n'est pas forcément le plus rigolo des aspects, on peut se pencher sur alors, la partie éventail des solutions de transition. Comme je vous l'ai dit, en fait, si vous avez des questions, excusez-moi, je ne vous ai pas demandé, mais est-ce que vous avez des questions par rapport à la CSRD, au réglementaire, etc. Ok. Sur la partie solution, en fait, alors c'est une partie qui est quand même un peu plus sympathique. Comme je vous disais en tout début, pour moi, le bilan de carbone, c'est une des voies possibles de démarrage d'un diagnostic organisationnel et stratégique. Le bilan de carbone et tout ce qui va s'en suivre comme réflexion autour de l'entreprise peuvent amener à des niveaux plus ou moins éloignés, porteurs, transformatifs, les réflexions qu'on peut avoir entre experts carbone et dirigeants ou décideurs sur l'entreprise. Alors là, c'est complètement challengeable la manière dont j'ai posé le sujet ici et en fait la manière dont on peut découper les différentes actions. Mais voilà ce que je vous propose. En fait, quand on est sur les solutions de décarbonation, on a 3 voies en fait qui peuvent s'ouvrir en fonction des personnalités, des possibilités aussi d'entreprise, mais aussi des personnalités des dirigeants ou de l'entreprise en règle générale. Et puis aussi de son secteur d'activité, où est-ce qu'il permet de porter l'entreprise ou pas. Premier point, quand on a fait son bilan de carbone et qu'on a repéré quelles sont les différentes solutions, quels sont les différents points sur lesquels on peut essayer de travailler, on peut avoir des solutions qui vont être autour de ce qu'on appelle la gestion management. Donc, on va aller rechercher en fait à cadrer son action autour de différents labels. On va essayer d'intégrer en fait ce qu'on peut appeler l'éco-lean management en fait dans sa manière de faire, c'est-à-dire essayer d'aller rechercher des projets de réduction des impacts de son entreprise via la bonne gestion et la vérification au fur et à mesure que son entreprise ne déborde pas ou arrive à contenir ses impacts. Là, en fait, les transformations sont là, mais ne sont pas non plus gigantesques. Les produits et les services restent les mêmes. L'impact social et les métiers et le changement de métier sont modérés. Une deuxième voie, c'est d'aller sur en fait une réorganisation de la chaîne de production. Et là, on va aller plutôt sur des questionnements qui sont autour de la conception ou de la chaîne de production. Donc là, on va aller plutôt rechercher des solutions qui sont issues de ce qu'on appelle l'économie circulaire, où on va aller rechercher des solutions sur la réparation, la réparabilité, la réutilisation, tout ce qui est rétrofit, rénovation, et puis se poser la question de l'éco-conception. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que l'éco-conception, mais c'est l'idée de créer en fait des produits ou des services qui, by design, ou par essence, sont en fait éco-responsables, ou en tout cas en ayant un impact limité sur l'environnement. C'est tout ce qui est aussi achat ou relocalisation des matières premières. On peut aller aussi chercher sur des sujets autour du biomimétisme, etc. Donc là, on est vraiment sur comment est-ce que je vais transformer un peu mon organisation, mes process, pour essayer d'être le plus éco-responsable possible. Et là, on est quand même sur des produits et services qui restent les mêmes, mais qui peuvent avoir une certaine évolution dans leur manière leur design ou leur manière de fonctionner. Il y a des impacts sociaux qui peuvent être importants et surtout, il y a des nouveaux métiers qui sont à créer dans l'entreprise. Une troisième voie, qui est, elle, plus encore, qui pousse le point encore plus loin, le curseur un peu plus loin, on va appeler ça une transformation stratégique, c'est-à-dire qu'on va reposer en fait la question de l'entreprise d'une autre manière. Donc là, il y a certains dirigeants qui se mettent dans cette idée-là, en fait, de se proposer la question
l'entreprise, donc de se reposer en fait la mission de l'entreprise et de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai un impact qui est celui-ci, mais en fait, quelle est ma réelle mission? Est-ce que je peux pas reposer la question différemment? Et surtout, du coup, est-ce que je peux pas retransformer mon business model dans son intégralité de manière à avoir un impact plus faible, voire nul, voire être dans l'économie régénérative. Donc là, on est vraiment sur des questions de fond. On va aller chercher des modèles autour de modèles, ce qu'on appelle les modèles de la fonctionnalité, d'économie du partage, aussi de l'économie régénérative, et aller sur peut-être des stratégies de transition qui vont inclure dedans certainement une part de renoncement à une certaine partie de ces activités pour du remplacement par d'autres types d'activités. Donc là, on est sur des stratégies plus fortes de transformation et qui vont impliquer forcément un impact social important et puis surtout, encore une fois, beaucoup de nouveaux métiers et sans doute un remplacement possible des métiers et des services de l'entreprise. Alexandre, toi qui as accompagné pas mal de boîtes là, dans ce type de transformation, notamment au sein de la Convention des entreprises pour le climat, est-ce que tu peux donner quelques exemples de modèles économiques qui ont été complètement remis à plat dans le cadre de cette troisième voie que tu évoques? Alors, on a beaucoup de cas d'entreprises qui ont transformé leur business, notamment les transformer en fait de la production en allant vers du serviciel, d'accord? Et notamment, alors je pense à une entreprise moi qui m'avait marqué, qui qui est une entreprise en fait qui s'occupe des extincteurs pour les entreprises professionnelles, pour les entreprises, et qui en fait, depuis des années, faisait du remplacement tous les 2 ans d'extincteurs. Donc, extincteurs fabriqués en Chine avec des produits chimiques dedans spécifiques, etc., etc. Bref, bilan carbone très important, transport, plus matière, etc. Et en fait, ils ont réfléchi, ils sont allés retordre un peu leur réglementation, essayer de voir un peu comment ça pouvait se faire. Et ils ont réfléchi le sujet autrement. Donc maintenant, ils sont plus remplaceurs d'extincteurs. Ils sont garants de la sécurité incendie des entreprises. Donc, en fait, ils louent leurs services avec des abonnements des abonnements avec des forfaits, avec des forfaits annuels, d'accord, plutôt que de vendre des extincteurs. Et en fait, ils décident, eux, ils ont leurs tests, eux, pour savoir s'il faut remplacer ou pas les extincteurs. Et ils ont derrière tout un programme de formation, d'accompagnement, de sécurité, etc. Ils ont beaucoup passé par les formations. Et tout ça, en fait, avec finalement une valorisation de l'entreprise, en fait, une recherche de valeur qui est égale, voire supérieure à ce qu'ils faisaient avant. Ils ont gagné des sous avec Ouais. ce changement-là. L'idée, c'est donc plutôt de proposer des solutions pour répondre à un besoin plutôt que de vendre des produits. Exactement, c'est de se poser la question finalement de à quoi je sers. Est-ce que le service qu'il y a derrière, il est uniquement lié à mon produit? Est-ce que je suis obligé d'extraire, de fabriquer, de vendre pour répondre aux besoins du client? Ou bien est-ce que finalement, avec un même objet que j'ai déjà fabriqué, est-ce qu'il ne peut pas resservir plusieurs fois? Est-ce qu'il ne peut pas resservir plus longtemps? Est-ce que je ne peux pas juste m'omnibuler sur le service qui rend plutôt que sur la propriété d'un objet? Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Si c'est bon, on continue. Eh bien, allez, on continue. Alexandre, toujours à toi. Alors, voilà. Alors là, ce que j'ai mis dans ce stade après, c'est vers qui aller quand on souhaite aller vers une ou l'autre de ces transformations. Alors, juste, les transformations sont pas forcément, c'est pas soit l'une, soit l'autre. On peut déjà considérer que ça peut être du pas à pas, aller d'abord vers l'une, puis vers l'autre, puis vers l'autre, ou bien considérer qu'on peut commencer par exemple par la troisième, et rien n'empêche dans la troisième aussi d'aller sur certains secteurs de son activité, sur le deuxième ou sur le premier. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en fait, bon, vous voyez que dans tout ce qui est gestion management normes, vous connaissez, il y a l'AFNOR, Bicorp, Label, Lucie, etc. Il y a des financements qui sont possibles côté ADEME région. Il y a les certificats d'économie d'énergie. Civil, je ne sais pas si vous pouvez utiliser ce système-là ou pas. Oui, on utilise, ouais. Ouais, ouais.
pour faire du remplacement de sources d'énergie, c'est ça? Comment est-ce que vous l'utilisez? Alors, je ne sais pas trop. Très franchement, je ne sais pas. On en émet et ensuite on finance des programmes, Ouais, mais j'en sais pas beaucoup plus. d'accord. Alexandre, Donc, peut-être 2 mots sur sa façon dont ça fonctionne? alors, je ne suis pas spécialiste non plus. Les certificats d'économie D'accord. d'énergie, ce sont les grands fournisseurs d'énergie que sont EDF, Total, Enson, hein, qui ont une espèce d'obligation de financement de projets de réduction d'énergie. Donc, D'accord. en fait, on est sur de l'économie d'énergie et sans doute de la qualité d'énergie aussi. Hein. Sybille, je ne sais pas si je dis des bêtises ou pas. Peut-être que du remplacement par de l'énergie de bonne qualité versus hein, est inclus dedans. Je crois qu'on a tous les fournisseurs ont cette obligation d'en émettre. Et D'accord? ensuite, je ne sais pas si pour tout le monde c'est utilisé de la même manière. En tout cas, nous, avec ces 2 on finance des programmes, notamment des programmes éducatifs, de réduction des consommations, de développement du vélo, enfin voilà, de tout ce qui peut être autour de la mobilité. Voilà, je le voyais plutôt comme ça. Alors, c'est vrai. Alors, moi, l'expérience que j'avais eue, c'était. Alors, il y a des usines dans l'industrie notamment pour le financement bah, de, de rénovation de réseaux de chaleur, pour le remplacement des systèmes électriques, enfin des systèmes de lumière par des lumières qui sont basse consommation, etc. C'est un système qui permet, alors si c'est bien géré et bien ficelé, quasiment d'autofinancer certaines transformations d'économie d'énergie. Alors, c'est financé et parce qu'il y a des sous qui sont donnés et par le fait qu'on fait des économies sur la facture d'énergie in fine. Merci Alexandre. J'aimerais prendre 3 secondes, moi, pour te donner un exemple de ce que tu as décrit, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans une voie uniquement et qu'on peut passer, y aller étape par étape. Dans les ateliers d'intelligence collective CEDRE que j'évoquais en début de réunion, nous avons eu le cas récemment d'une entreprise, Rémi, qui fait une activité assez similaire à la tienne, elle est plutôt sur de l'entretien de jardin, d'espaces verts, etc. Qui avait déjà effectivement décarboné une certaine partie de son activité en passant sur de l'électrique plutôt que sur du thermique pour les moteurs, etc. Et une part de leur activité était de la construction de piscines et oui, enfin de piscines. Et ils s'interrogeaient dans le cadre de la problématique de l'eau, est-ce que c'est quelque chose qui était toujours aligné avec leurs valeurs? Et le dirigeant a proposé donc de réunir un atelier d'intelligence collective là-dessus, à l'issue duquel il a passé un mail à tous ses encodires en disant on arrête. Il a pris la décision d'abandonner une partie de son activité parce qu'elle ne lui semblait plus en phase avec ses valeurs propres. Alexandre, on continue? Oui, tout à fait. Alors, je voulais vous montrer un exemple alors, concrètement, ce que peut donner un bilan carbone, si ça vous va. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Donc là, il s'agit d'un bilan carbone un, pour un réseau de villages vacances que j'ai eu la chance de pouvoir faire récemment. On est sur un cas réel, hein, là, pas un cas d'école. Non, là, c'est un cas réel, oui, tout à fait. Donc là, en fait, on voit que c'est 18 villages vacances, d'accord, répartis dans toute la France, montagne, autour de la mer, etc., etc. Donc, on se retrouve avec un bilan carbone à 33 000 tonnes équivalent carbone. Alors, vous allez dire, en soi, quand on a un bilan carbone, ceux qui en ont fait, ça ne parle pas énormément. Alors, c'est bien de le ramener, par exemple, à une unité fonctionnelle chez soi. Donc là, il s'agissait de mettre des émissions par jour vacances, d'accord, par journée vacances, et de comparer ça éventuellement à une émission par un Français. Donc là, les fameuses 10 tonnes divisées par 365, ça fait 27,4 kilos. Pour avoir les objectifs de Paris, il faudrait qu'on soit à 5,5 kilos. Et en fait, l'ADEME a fait une étude sur le secteur du tourisme en règle générale, disant que chaque JV, chaque jour vacances, coûtait à peu près 44 kilos équivalent CO2 par touriste en France, d'accord, à comparer évidemment avec les 42,6 kilos, etc. Donc on se dit finalement, on est à peu près dans les clous, mais pas trop émetteur, mais ni pas assez. Et donc voilà.
Voilà. On peut faire des comparaisons du style que vous avez à droite, les répartitions entre un village vacances et les ménages français. D'accord? Donc, on voit que finalement, quand on est en vacances versus chez soi, ben, en fait, la répartition est à peu près la même, peu ou prou. Sauf vous voyez qu'on a quand même les optimisations d'énergie qui se voient, puisqu'on a l'énergie qui passe de 14 à 9%, et on a évidemment la partie transport qui augmente, puisque manifestement, nous Français, nous sommes très attachés à partir en voiture, même si c'est très 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 loin, et que donc on a énormément de... Et la question qui se pose derrière, donc vas-y, voilà. La question qui se pose derrière, c'est la question que je vous ai dit tout à l'heure, c'est est-ce que moi, en tant que directeur, directrice d'un village vacances, d'une chaîne de village, est-ce que je suis responsable de la manière dont je fais venir mes clients sur mon site? Il fait Et- directement écho à ce qu'évoquait Thibaut tout à l'heure et Nathalie pour le circuit Paul Ricard, d'ailleurs. Exactement. Sur ce bilan carbone, en fait, les deux plus gros postes d'émission, c'était quoi? C'est toujours le déplacement des clients, d'accord? Et le transport, donc, et la restauration. Le transport, c'est 32%, donc 30%, c'est le déplacement des clients. Le reste, c'est le déplacement professionnel, etc. Donc vraiment, on se retrouve sur un truc. Et donc, la question, c'est finalement, est-ce que j'ai fait intégrer? Ça a été intégré. Alors, au début, la question, c'était ben, finalement, on n'y peut rien, on n'y peut rien, c'est pas notre faute. Donc, on va pas trop se prendre la tête là-dessus. Et puis, le chemin, et grâce à la directrice RSE qui a fait le chemin, etc., avec tout le monde en interne, finalement, c'est devenu un sujet prioritaire. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est les différents niveaux en fait finalement d'action qu'on peut prendre et qui peuvent aller très très loin finalement dans la gestion. Donc, par exemple, pour les transports, on va prendre juste cet exemple-là. Les différents niveaux d'action qu'on peut avoir en entreprise. OK. En premier, je fais un push communication transport propre. C'est-à-dire, je vais aller communiquer de façon proactive auprès de mes clients sur le fait vous pouvez vous venir chez nous, mais de manière propre. Peut-être en indiquant les différentes gares, pas loin, etc., etc. Niveau 2, donc ça c'est le niveau 1. Niveau 2, c'est s'associer à des acteurs du transport, de la bagagerie, pour leur proposer en fait un service qu'ils pourront acheter, donc leur suggérer un service encore plus poussé pour qu'ils puissent aller sur les villages vacances. Niveau 3, on va encore un peu plus loin, c'est on va créer une politique tarifaire incitative pour les voyageurs propres. Par exemple, vous venez en train, vous avez 5% de réduction sur votre séjour. Il y a des acteurs, là, par exemple, je crois que c'est certains glaciers dans le Mont Blanc qui font ça, c'est-à-dire qu'il y a certains chemins qui ne sont ouverts qu'à des personnes qui sont venues en train. Alors, niveau 4, on va commencer à investir. On va mettre de plus en plus en place des navettes, des gares entre la gare et les clubs. On va embaucher des guides. On va mettre en place des navettes entre les grandes villes et les clubs. C'est-à-dire, en gros, entre Nantes et mon village club qui est vers Saint-Tropez, je vais créer en fait des navettes avec des bus pour proposer aux clients. Je vais inciter en mettant à disposition des véhicules propres chacun des sites. Vous voulez venir, mais vous vous sentez libre, il n'y a pas de problème. Vous venez, vous aurez un véhicule électrique qui sera à disposition si vous voulez vous balader avec votre famille. Niveau 7, on intègre carrément une agence de voyage dans notre business model. C'est-à-dire on inclut, soit on rachète une agence de voyage, soit on inclut ça, on crée ça dans notre entreprise. Ça s'est vu. Il y a des villages clubs qui ont intégré une agence de voyage dans leur entreprise, dans leur activité. Et le niveau 8, c'est on intègre dans notre ADN le volet bas carbone de nos villages et on ne package que des offres incluant des modes de transport bas carbone. Donc ça veut dire que là, on va encore plus loin, ça veut dire qu'on est sur l'éco-conception, en fait, on ne conçoit que des offres qui sont basées sur des transports propres, notamment. C'est-à-dire qu'on refuse quelque part d'avoir des personnes qui viendraient en voiture. Ça ne veut pas dire qu'ils sont allés jusqu'au 8. Pour l'instant, ils sont allés jusqu'au 3, voire 4, mais le plan d'action pour les années à venir, ça reste en tête. Et pourquoi pas, au fur et à mesure de l'évolution de la société, l'évolution aussi des mentalités en interne, et est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, progresse. Mais en tout cas, ils ont été super courageux parce qu'ils ont inclus
Donc, sur la partie tarifaire, maintenant, il va y avoir une partie tarifaire incitative pour les clients qui font du transport, quoi. Voilà. On n'est pas dans la complète transformation, vous le remarquerez, mais on est vraiment dans l'accompagnement et qui peut avoir un impact assez fort. Voilà pour les exemples d'idées. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous rappelle des choses? Je sais pas qui a fait un bilan de carbone donc, mis à part Thibaut, c'est ça? On voit que le circuit Paul Ricard, Thibaut, vous êtes à peu près au niveau 4-5 là déjà. Il y a déjà cette réflexion sur la mise en place de transports en commun. Oui, bon, on n'a pas poussé jusqu'à ce niveau-là, mais oui, dans l'idée, c'est essayer de trouver des solutions pour, ne serait-ce que dans un premier temps apporter un nouveau service, mais aussi diminuer notre empreinte carbone. Et donc via des différents niveaux. Tout à fait. On Alors continue, après, il y a le Alexandre? sujet de l'alimentation qui est sympa aussi parce qu'on est en France, donc l'alimentation, c'est quand même quelque chose de sacré. Et en fait, voilà, il y a eu plein de sujets là-dessus parce que en fait, pour décarboner l'alimentation, la solution la plus simple, c'est de faire des plats végétariens. Alors, pas n'importe quel végétarien, parce que si vous faites que de l'avocat et du lait et de la mangue, c'est pas super décarboné non plus. Donc voilà. Mais en fait, la question se pose dans le tourisme parce qu'en fait, les plats végétariens, enfin, quand on annonce du végétarien, c'est pas forcément quelque chose qui va plaire aux clients. Donc il y a tout un sujet d'accompagnement quand même qui est long à faire. Avec un bilan carbone, vous pouvez avoir ce genre de matrice qui peut être intéressante, c'est vous dire, OK, où est-ce que je vais mettre mes billes et où est-ce que c'est intéressant de mettre mes billes. Donc là, on peut créer des matrices, ça s'appelle écono-écologique. C'est copyright, hein, c'est pas du tout universitaire comme expression. Mais là, c'est pour vous dire que, grosso modo, en fait, c'est finalement, vous voyez que en haut à droite, plus c'est en haut à droite, pire c'est en termes de carbone. Donc, vous avez l'axe en bas. Et en plus, c'est cher. Donc, pourquoi pas allier l'optimisation économique à l'optimisation écologique et aller vers plutôt des produits qui sont vers en bas, donc plutôt aller vers remplacer le bœuf, le gibier, le veau, grosso modo, par du lapin, volaille, poisson éventuellement. Et voilà. Sur la partie alimentation, je ne sais pas si ça vous arrivera d'avoir des sujets alimentation. Rentrez bien dans le détail parce que maintenant on a des matrices qui sont des matrices Agribaliz qui sont super détaillées et sur lesquelles vous pouvez avoir des nuances qui sont assez intéressantes et qui valent la peine d'être intégrées pour justement enlever de la partie transport, de la partie production, de la partie conditionnement. Parce qu'en fait, on est souvent sur des stats moyennes et c'est pas forcément réaliste, c'est pas forcément représentatif de votre vraie activité de restauration. Je pense à Thibaut notamment sur la partie restauration sur site. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites en local et qui peuvent être intégrées dans votre bilan carbone aussi, cette partie-là. Oui, on fait différentes choses, mais pour l'instant, la démarche, on va dire, plus sur la partie restauration est encore assez prémisse. Nous, le problème, qui n'est pas un problème en soi, hein, mais notre difficulté plutôt, c'est que d'un événement à un autre, les quantités sont complètement différentes. On peut passer d'un service comme par exemple ce midi où on est à 50 personnes à un service, bon, ce sera pas le cas demain, mais sur une autre journée avec 400, 700 personnes. Et donc sur la partie, on va dire, carbone de la restauration, par moment, bah, on est forcément soumis, on va dire, à la saisonnalité, à la production locale, et pour alimenter 400 personnes, ce n'est pas forcément la même chose que 20 personnes. Et c'est ça, on va dire, notre problématique. Alors nous, déjà, voilà. Nous, c'est plutôt, actuellement, on travaille beaucoup sur la partie gestion des déchets alimentaires. On a un composteur directement sur site qui nous permet de créer notre biocompost et qui va après, on va dire, alimenter nos espaces verts via notre service paysagiste. Mais voilà, ça, c'est notre première, on va dire, petite démarche pour l'instant. Mais oui, il faut qu'on arrive à trouver une solution. Pour la partie, partie carbonation, j'ai vu qu'il y avait une idée qui était un repas, on va dire, bas carbone par semaine. Ça peut être une réflexion à voir avec nos clients.
tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes clients tous les jours. Donc certains souhaitent avoir toujours, c'est régulier qu'on ait plus ou moins les mêmes services et les mêmes repas d'une journée à une autre. Donc voilà, c'est des petites choses qu'il faudrait plutôt travailler, mais ça donne des bonnes idées. Ouais. Merci Thibaut. Alexandre, je pense qu'il faut avancer. On est à une dizaine de minutes De la de fin? la fin de notre réunion. Ah, je croyais qu'on était à 19h. Ok. Euh, J'avais noté 19h, moi. Alors, tu peux passer la suite d'après, la slide d'après, encore après, du coup. Moi, ce que je voulais vous donner peut-être là, c'est en fait quelques tips pour se poser les bonnes questions et comment faire, en fait, finalement, pour se poser les questions quand on est en entreprise, pour voir quels sont les différents thèmes sur lesquels on peut aller rechercher, des idées de décarbonation. Et je voulais vous partager donc moi une fresque qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, qui s'appelle la fresque de l'économie circulaire, qui a l'avantage de donner des solutions très concrètes, qui n'est pas que dans le constat que c'est la cata, mais en plus qui donne des solutions très concrètes. Et en plus qui s'appuie donc quand même sur l'idée que en fait la chaîne de valeur peut se retravailler et peut se retravailler de plein de manières. Et en fait, avec la réflexion, donc ça paraît plutôt axé industrie, mais en fait, ça peut se repenser en service de façon très forte. Donc, ce que vous voyez à gauche et à droite, à gauche, c'est ce qu'on appelle, donc là, c'est le modèle du fresque de l'économie circulaire, hein. Donc là, ce que vous voyez à gauche, c'est la value yield, donc la valeur de la, de la, de la, oh, de la, de la valeur ajoutée en fait des produits et des services conçus. Donc vous avez en fait tout un cheminement en fait à gauche qui est hyper du pré-usage en fait où finalement les matières premières sont très peu valorisées et elles commencent à prendre de la valeur à fur et à mesure, elles sont transformées. On a un usage qui se veut le plus court possible, d'accord? Donc on parle d'obsolescence, mais en fait l'idée c'est pour que nos modèles extractifs marchent aujourd'hui, notre économie linéaire marche, il faut produire avec des produits, des matières premières les plus courtes possibles, les plus cheap, enfin les moins chères possibles, donner de la valeur ajoutée, consommer le plus vite possible et après, ce qu'on en fait, finalement, on va pas regarder, ce qui se passe, on les jette la plupart du temps, on a très peu de réutilisation. Et l'idée de l'économie circulaire, c'est de dire, passer à une économie circulaire qui n'est pas que du recyclage, mais qui va se poser la question sur 3 axes, de réduire, optimiser, circulariser, autour de plein d'idées diverses et variées, qui vont permettre de reconsidérer la chaîne de valeur et surtout donner de la valeur à partir du même produit, donner beaucoup de valeur à son usage. Donc je vais vous donner les 3, donc réduire, optimiser, circulariser. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme idée derrière? Donc, on part sur la partie circularisée. Vas-y, Hugues, voilà. Alors, circulariser, on part sur la partie circularisée. Sur la circularisation, vous avez en partant du bas, quand on est proche de la nature, des idées autour de la méthanisation, du compostage ou du recyclage. D'accord? Ça, c'est vraiment des choses qu'on a l'habitude d'avoir, mais qui ne sont pas anodines, puisqu'en fait, chacun de ces composants peuvent être réutilisés, réintégrés dans la machine derrière pour être utilisés. Donc, bon, on a des normes là-dessus. Le compostage, vous savez que ça devient de plus en plus une obligation, et tant mieux. Mais vous avez aussi, circulariser la matière, des actions comme le reconditionnement ou le réemploi et la réutilisation, qui sont vraiment à considérer comme des sujets à part entière. C'est-à-dire que quand on fait un bilan carbone avec des industries, des entreprises qui produisent des produits, la question de comment je vais aller rattraper mon produit pour éventuellement le reconditionner et faire réutiliser, le remettre dans le cercle, ça fait partie des choses qui peuvent donner en plus de la valeur à l'entreprise. Réemploi, réutilisation, c'est exactement la même chose, sauf que le produit va être utilisé quasiment comme il est, soit pour le même objet, soit pour la même utilisation, soit pour une utilisation un peu différente. Vous pensez par exemple aux palettes qui vont être utilisées soit comme des palettes réutilisées, soit qui vont être réutilisées pour faire des meubles de jardin. La consigne va dans ce sens, en fait. Tout à fait. La consigne va dans ce sens, on est complètement sur du réemploi. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on faisait une fresque de l'économie circulaire d'ailleurs chez Ricard.
qui ont dans leur objectif de remettre la consigne dans leur politique. Et donc choisissent des fournisseurs qui sont capables de faire ça. Une partie qui est hyper puissante à mon avis et qui peut aussi générer plein d'idées, c'est l'optimisation de l'usage. L'optimisation de l'usage, c'est sur deux axes principaux, qui sont l'allongement de la durée de vie des produits que l'on fait, et deux, intensifier l'usage. Allonger la durée de vie, c'est simple, hein, j'ai mon produit. Comment je peux inclure dans sa chaîne de valeur sa possible réparation? Il faut le penser avant. Vous voyez, il y a plein de produits aujourd'hui qui ne sont pas réparables parce qu'on les a conçus de manière à ce qu'ils ne le soient pas, d'ailleurs, la plupart du temps. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, je peux repenser ça. Donc, comment est-ce que je peux réparer? Pourquoi pas valoriser sa réparation? Mais aussi, comment est-ce que je peux partir de produits finalement qui sont déjà en service et les rénover, les rajouter, etc. Les rendre plus modernes et les rendre plus performants. Ce qu'on appelle le rétrofit, la rénovation. On a la consommation zéro déchet, donc ça c'est l'histoire des emballages en fait qui se met au milieu, mais qui est une manière aussi de non-usage en fait de certaines parties qui sont complètement un peu folles aujourd'hui en France d'usage de nos emballages. Et intensifier l'usage, donc la partie droite c'est hyper intéressant. Là on va sur des économies qui sont l'économie de la fonctionnalité, l'économie de la consommation collaborative. L'économie de la fonctionnalité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est comment servicialiser, rendre serviciel en fait son activité. Donc c'est par exemple les vélos que l'on va mettre à disposition en partage. Alors pourquoi c'est intéressant et assez puissant? C'est que, au point de vue valeur, il est prouvé que ça donne plus de valeur que de la vente de vélos tout court, c'est-à-dire qu'en gros, l'entreprise gagne plus. Mais surtout, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans ces modèles-là, on a tout intérêt à ce que ce qu'on fabrique soit le plus solide possible. Et ce qui est un peu différent par rapport à une économie linéaire, on a intérêt à ce que finalement notre produit, on n'a pas forcément intérêt à ce que notre produit soit le plus solide possible. Solide, réparable, etc. Dans l'exemple que tu donnais tout à l'heure d'entreprise qui, au début, changeait des extincteurs, si à un moment, elle se positionne comme responsable de la sécurité incendie, elle a intérêt à ce que les extincteurs durent le plus longtemps, puisque elle les paye, les extincteurs, mais elle ne les revend pas, en fait, elle vend le service. Exactement, tout à fait. D'accord, ok. Donc voilà, donc ça souvent c'est des leviers que l'on donne derrière et qui sont assez puissants pour repenser la manière de faire. Consommation collaborative, c'est plutôt l'idée, juste ça, je suis particulier, j'ai un produit et j'ai une entreprise qui me permet de commercialiser, de partager mon produit pour intensifier son usage. Je vous donne un exemple, la perceuse. Ça, c'est l'exemple de la fraise de l'économie circulaire. Combien de temps est utilisée une perceuse dans sa vie, en moyenne en France? 13 minutes. D'accord? Donc, en fait, 13 minutes. Donc, si demain, en fait, j'ai ma perceuse, je peux la mettre, je peux la louer quelque part. Alors, soit gracieusement, ça se fait aujourd'hui, mais soit je peux la mettre à disposition pour être pris quelque part. Même s'il y a une entreprise qui prend un petit part dessus pour que ce soit utile à tout mon quartier, je le ferai. Ça se fait aujourd'hui, il y a des armoires en bas des immeubles, notamment au Danemark, en Hollande, où on peut mettre son appareil à raclette, etc. Et voilà, c'est monétisé ou prêté ou monétisé. Et Airbnb est un exemple d'économie de consommation collaborative réussie. Dans le même ordre d'idée, je crois qu'une voiture est utilisée en moyenne 10% de son temps et 90% du temps, elle est stationnée. Exactement. Vous imaginez, ça fait 10 fois moins de voitures garées dans les rues, ça serait quand même pas mal. Et sur les routes, ce serait quand même pas mal. Bref, le dernier, c'est réduire les impacts et l'utilisation de ressources. Donc là, on va aller sur des sujets, alors sur plusieurs sujets qui sont quand même assez intéressants. Le circuit court de proximité, donc ça veut dire aller déjà directement au producteur, sans passer par des intermédiaires et évidemment de préférence le plus proche de soi. D'accord? Alors, juste attention, c'est pas parce que le producteur est proche, c'est pas parce qu'il est producteur et qu'il est proche qu'il est super clean, hein. Donc, il faut faire quand même attention à ça. Mais ça fait partie des
quand on a une entreprise et qu'on a beaucoup d'achats, c'est quand même bien d'aller rechercher ces modèles-là. L'écologie industrielle et territoriale. Hugues, peut-être en un mot par rapport à ton expérience sur ce que c'est l'écologie industrielle et territoriale. Pour faire en sorte au niveau d'un territoire que les déchets d'une entreprise deviennent les ressources d'une autre et qu'on puisse mutualiser le maximum de solutions et de services entre entreprises pour éviter que chacune développe sa propre solution à son niveau. Ça peut être un restaurant d'entreprise partagé, ça peut être des équipements mutualisés, ça peut être plein de choses. Et ça peut se faire au niveau d'un territoire géographique, ça peut se faire au niveau d'une zone d'activité, ça peut se faire dans plein de cas. On peut se penser au niveau des transports aussi. Bien sûr, bien sûr. Au niveau des transports aussi professionnels, Rémi, je ne sais pas si ça peut marcher chez toi aussi. Ça peut se penser au niveau de l'énergie. Voilà. Les achats durables, ben, c'est intégré. En fait, les achats durables, c'est les achats qui vont être orientés vers des produits normés, enfin des produits avec des labels. A priori, donc, si 5% des produits, c'est ce qui a marqué en tout petit là, si 5% des produits européens étaient écolabellisés, on gagnerait, on éviterait la pollution de 12 millions de litres d'eau et l'émission en gaz à effet de serre de 1 million d'Européens. Voilà. Pour dire que les labels, c'est pas que embêtant à remplir et difficile à suivre, ça a une vraie utilité et que c'est pas déconnant. Les matériaux biosourcés locaux, là c'est plus pour Rémi. On a c'est un sujet aussi qui est de plus en plus là et on voit de plus en plus d'entreprises notamment qui créent leurs locaux, avec des matériaux biosourcés et tant mieux. Et ce qui va chapeauter tout ça, c'est l'éco-conception. Évidemment, c'est l'idée qu'il faut partir réfléchir ces services ou ces produits en les intégrant dans un système éco-responsable ou dans les limites planétaires. C'est quand même le meilleur truc à faire, c'est de partir du démarrage et de repenser ces produits, repenser ces services en éco-conception. Et voilà, c'est assez puissant. Voilà, je vous ai mis les étapes de transformation. C'est le modèle de la Convention d'entreprise pour le climat qui permet de dire voilà quels sont les différents bonds que l'on peut faire jusqu'à l'entreprise régénérative. Juste un mot pour l'entreprise régénérative. C'est un concept qui est encore en discussion. C'est pas un truc qui est complètement terminé sur le papier, mais qui est hyper intéressant parce que dans l'idée, c'est une entreprise qui va comme quelque chose de vivant peut le faire, va régénérer à chaque fois qu'elle prend quelque chose à la nature, en fait, va pouvoir régénérer autant, si ce n'est plus, en fait, que ce qu'elle a pris. Et donc, c'est des modèles qui peuvent être, qui sont en discussion. Et il y a des entreprises qui essayent de se mettre dans ce mood-là. Et il y a certaines formes de réussite qui sont hyper intéressantes. Ça vaudrait la peine de faire un webinaire là-dessus. Ça a été une demande, effectivement, de pas mal d'entreprises CEDRE d'avoir une explication des échanges autour de l'économie régénérative. On y viendra. Écoute, vu l'heure, je pense qu'on peut dire qu'on arrête. Tu sais souhaites que pas. les slides qu'il y a après, juste pour ça, l'évaluation, les freins et les leviers des entrepreneurs. Donc là, c'est 300 entrepreneurs qui ont fait la CEC justement, qui ont répondu à la question finalement, quels sont les éléments que je considérais plutôt comme un frein ou plutôt comme un levier à ma transformation. Vous voyez que parmi les leviers les plus intéressants, ce que vous avez à gauche, donc quand c'est vert, c'est levier, quand c'est rouge, c'est frein. On a fait assez basique. Les parties prenantes, donc dans les leviers, en fait, les parties prenantes internes, les actionnaires, et les collaborateurs sont considérés comme les leviers les plus importants pour la transformation de l'entreprise. À droite, quand vous allez vers les freins, c'est la charge de travail, les finances, qui sont considérés comme les plus gros freins. Et là, c'est une belle transition par rapport à Hugues, puisque en fait, mais non, c'est pas un problème, puisque vous allez avoir plein de financements possibles pour pouvoir avoir des petites mains qui vont vous aider, des petites mains ou des grandes mains pour pouvoir vous aider, et des sous pour pouvoir aller vers là. Peut-être un mot là-dessus, Alexandre?
Notamment, vous avez grâce à BPI, donc si vous n'avez pas fait votre bilan carbone, vous pouvez aller sur la plateforme Décarbonation qui permet, alors qui a un peu changé là aujourd'hui, mais qui aujourd'hui vous permet de faire un bilan carbone complet. Donc bilan carbone, ça veut dire bilan plus plan de transformation, plan d'accompagnement, plan de décarbonation de l'entreprise. Donc c'est à peu près, c'est 12 jours de prestation d'un expert. Et ça vous revient, si vous avez moins de 500 salariés, ça vous revient à 6 000 euros. Donc c'est une prestation à 10 000 euros et la BPI abonde de 4 000 euros. Donc voilà pour le DIAC Décarbonation. Derrière, vous avez l'ADEME. Alors BPI finance plein d'autres choses. Notamment, il vous conseille d'aller sur le diacbpi.fr où vous avez plein d'autres sujets, les écoflux, je crois que ça s'appelle. Il y a plein d'autres DIAC qui sont financés et plein d'autres actions. L'ADEME finance beaucoup d'actions aussi, notamment des travaux de rénovation énergétique et les plans de déplacement qui sont financés. Vous avez des accompagnements de consultants aussi derrière. Vous avez les CEE, donc voilà, les certificats d'économie d'énergie dont je vous parlais tout à l'heure, et la région Sud, dont EU est spécialiste Oui, des financements de la région Sud. merci beaucoup, Alexandre. Je suis un spécialiste bien d'opportunités puisque Hélène m'a transmis les slides pour parler de la décarbonation en région Sud. Alors, ces slides vous seront partagés. Je ne vais pas là tous les commenter parce qu'effectivement, on a un petit peu dépassé le temps imparti pour cette réunion. Tout ça vous sera diffusé. En revanche, voilà, c'est vraiment sur ce slide moi, que je voudrais m'arrêter parce qu'il y a un certain nombre d'aides qui sont mises en œuvre par la région Sud à destination des entreprises du territoire. Alors bien sûr, CEDRE en fait partie, hein, mais ça vous le savez bien, mais il y a plein d'autres aides. Vous aurez les liens directement sur ce document. Vous aurez également le lien vers la page dédiée du site de la région PACA et je vous invite donc très largement à y avoir recours, d'autant plus que le fait que vous soyez entreprise CEDRE facilite un certain nombre de démarches, et notamment, par exemple, l'aide CEDRE Investissement, qui est quand même de 100 000 euros pour des projets d'investissement en direction de la RSE, auquel, en tant qu'entreprise CEDRE, vous pouvez avoir accès. Et il faut être entreprise CEDRE pour y avoir accès. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à solliciter toutes ces aides et à demander aux consultants CEDRE qui vous accompagnent de vous aider dans l'orientation de cela. BPI, on l'a dit également, pas mal d'aides. Là encore, on vous mettra en lien avec BPI chaque fois que nécessaire. Tout ça est du BPI. On vous adressera tout cela. Voilà, un grand merci à toutes et tous pour votre attention. On a un petit peu dépassé le temps, on en est désolé. Grand merci aux 3 intervenants de ce soir, Rémi, Thibault. Je mets Thibault et Nathalie en un seul intervenant, et puis Alexandre pour son apport d'expertise. Et puis, bon été à tous et à la rentrée pour une nouvelle réunion CEDRE. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et